touchés. Plusieurs pays américains où il y a eu justement l'étude de cette prévalence dans la population générale. Quand ils ont pris la population générale, ils ont trouvé que sur 100 personnes, il y avait entre 7,8 et 19,7 d'entre eux qui avaient cette BPCO, et surtout c'est ces sujets qui étaient âgés de plus de 40 ans. L'étude BOLD qui s'est déroulée en Europe et en Australie a retrouvé justement cette prévalence de 10,1% chez les sujets de plus de 40 ans. Elle a retrouvé cette prévalence de 11,8% chez les hommes et 8,5% chez les femmes. Alors, vous allez me poser la question, pourquoi chez les sujets de plus de 40 ans? Je vous ai dit tout à l'heure dans la définition, cette pathologie est secondaire à certains facteurs de risque, et parmi ces facteurs de risque, il y a le tabagisme. C'est le facteur de risque le plus fréquemment rencontré. Et donc, quand quelqu'un est exposé au tabagisme, il faut plusieurs années pour que cette maladie se développe. Et généralement, ça demande à peu près 15 à 20 ans. Et quand les sujets commencent à fumer dans le jeune âge, entre 15 et 20 ans, ils doivent attendre 20 ans pour avoir cette pathologie. Donc, c'est pour ça que cette prévalence augmente chez les sujets de plus de 40 ans. Donc, nous, mon équipe et moi, nous avons fait une étude de la prévalence dans la wilaya d'Alger, et on avait retrouvé chez les sujets de plus de 40 ans 9,2% de personnes qui avaient la BPCO. Il y avait 16,1% chez les hommes et 2,5% chez les femmes. Et quand on compare justement les prévalences chez les hommes et les femmes en fonction du sexe dans les études européennes BOLD et l'étude de la wilaya d'Alger, vous allez constater que chez les femmes, on avait plus, la prévalence était beaucoup plus élevée dans les pays européens qu'en Algérie, parce que tout simplement, la prévalence de la BPCO suit la prévalence du tabagisme. Donc en Algérie, on a plus d'hommes qui fument que de femmes, beaucoup plus d'hommes que de femmes. C'est pour ça qu'on a cette différence entre 16,1% et 2,5%. Alors que en Europe, vous voyez que finalement, la prévalence du tabagisme chez les femmes et les hommes n'est pas très différente, donc il n'y a pas un grand écart. Il y a même dans certains pays européens où les études de prévalence du tabagisme ont trouvé que les femmes fumaient plus que les hommes. Donc, vous voyez que que les études de prévalence ont montré que cette pathologie quand même était fréquente dans le monde et en Algérie. Alors, quels sont les facteurs étiologiques de la BPCO? Je vous ai dit tout à l'heure que parmi les facteurs les plus fréquents, c'est le tabagisme. Donc, c'est le facteur prédominant. Alors, il faut savoir, quand on parle de tabagisme, on a deux sortes de tabagisme. On a ce qu'on appelle le tabagisme actif. Le tabagisme actif, c'est-à-dire, c'est la personne qui va fumer. Ce tabagisme actif, c'est le facteur étiologique le plus fréquent. Mais il ne faut jamais négliger le tabagisme passif, c'est-à-dire quand une personne vit avec un tabagique qui fume à côté d'elle. Donc, ces patients, ces sujets aussi peuvent développer la BPCO. Donc, le tabagisme, qu'il soit actif ou passif, est le facteur de risque de cette pathologie. Et vous voyez qu'il est généralement, il est en cause dans près de 90% des BPCO. Mais il y a d'autres facteurs incriminés. Alors, quels sont ces facteurs? On a d'abord l'exposition professionnelle. Alors, il y a certaines professions qui peuvent être responsables justement de cette pathologie, mais il faut savoir que souvent, quand on a recherché les expositions professionnelles, nous avons retrouvé qu'il y avait le statut tabagique. C'est-à-dire, vous voyez que les études qui ont montré, qui ont recherché, qui ont retrouvé la BPCO chez des patients qui avaient une certaine profession, par exemple ceux qui travaillent dans les milieux agricoles, ceux qui avaient une exposition à des particules organiques telles que les poussières végétales, les toxines, qu'elles soient des toxines bactériennes ou fongiques, les sujets qui travaillent dans les milieux textiles, qui sont exposés aux poussières textiles végétales telles que les poussières de coton, par exemple, ceux qui travaillaient dans les milieux industriels, dans les mines, les fonderies, les sidérurgies, les industries du bois et du bâtiment. Donc, tous ces patients, tous ces sujets qui avaient la BPCO, on a retrouvé que 19,2% chez ces patients, on n'avait pas tenu compte du statut tabagique, et 31,2% étaient non-fumeurs. Parce qu'il faut savoir que quand on a deux expositions, deux facteurs de risque, quand le sujet a deux facteurs de risque, par exemple, il est tabagique et il a une exposition professionnelle, parfois c'est très difficile de dire est-ce que cette exposition professionnelle est responsable de la BPCO, parce que ça devient une maladie
professionnelle. Mais si le patient, il fume, vous savez que le tabac, il est prédominant. Donc, c'est très difficile de faire la part des choses. C'est pour ça que chaque fois qu'on trouve un patient qui a une BPCO qui est exposé, il faut toujours rechercher le facteur tabagisme pour pouvoir dire que cette pathologie est secondaire justement à cette exposition professionnelle. Et puis, en dehors de cette exposition professionnelle, il faut savoir qu'il y a une autre exposition, c'est ce qu'on appelle l'exposition de l'environnement aux fumées de fioul domestique en atmosphère confinée. C'est quoi? C'est tout simplement les gens qui font de la cuisine ou qui se chauffent au charbon, au charbon, donc, et qui n'ont pas ce qu'on appelle l'énergie fossile. Heureusement qu'en Algérie, c'est un pays où il y a beaucoup d'énergie fossile, c'est-à-dire il y a le pétrole, il y a le gaz, donc généralement, ces derniers temps, on se chauffe au gaz. Mais dans certaines contrées, dans certains villages, et à l'époque, il y avait beaucoup de personnes qui se chauffaient au bois ou bien au charbon. Donc, ces sujets qui sont exposés à ce type de fumée font de la BPCO. D'ailleurs, dans les pays en voie de développement, dans certains pays africains, en Inde, dans certaines régions de Chine, où justement cette BPCO a explosé dans les milieux agricoles parce qu'il y avait justement cette exposition aux fumées de bois. Donc, il faut savoir qu'on a, parmi les facteurs étiologiques, on a surtout le tabac et particulièrement le tabagisme actif, mais le tabagisme passif peut être aussi responsable de cette pathologie. Il y a d'autres facteurs qui sont incriminés, mais à condition d'éliminer le tabac. On a dans les milieux agricoles, les milieux textiles et industriels, mais il faut toujours poser des questions aux patients les moyens qu'ils ont pour faire la cuisine et se chauffer, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en Algérie, on a des patients qui ont une BPCO, généralement ce sont les vieilles femmes qui ont plus de 60 ans, qui ont vécu donc, dans des zones rurales et qui ont été exposées justement à ce feu de bois. Donc il faut toujours poser aux patients, il faut tout simplement dire aux patients quand ils viennent et qu'ils ont un certain âge, est-ce que qui compte voilà, ça c'est très important. Et très souvent chez les sujets âgés, vous allez trouver justement cette notion d'exposition à ce feu de bois dans le jeune âge. Et donc, ça peut être quand on est exposé très jeune, vous allez le voir quand on fera tout à l'heure la physiopathe, vous allez voir qu'on peut développer cette pathologie. Donc, il ne faut pas oublier de poser, en dehors du tabac et de l'exposition professionnelle, de poser la question aux patients, est-ce qu'ils n'ont pas été exposés à ce feu de bois? Alors, parmi les autres facteurs étiologiques, il y a le facteur génétique. Parce qu'on s'est toujours posé la question, en ce qui concerne justement cette exposition au tabac, pourquoi il y a certains qui font un cancer et pas d'autres? Pourquoi il y a certains qui font la BPCO et pas d'autres? Eh bien, il y a une sensibilité. Il y a une sensibilité particulière que le sujet tabagique peut avoir justement à ce tabac et développer des pathologies. Et donc, en ce qui concerne la BPCO, on s'est rendu compte, les études ont montré que seuls 15% des fumeurs développent une BPCO cliniquement patente. C'est-à-dire sur 100% de fumeurs, vous avez que 15% qui vont développer cette pathologie. Donc, la question qui se pose, est-ce qu'il n'y a pas de facteur génétique derrière? Et d'ailleurs, on s'est rendu compte que les patients qui faisaient de l'emphysème, parce qu'on va voir après, quand vous ferez les cours sur l'emphysème, vous allez voir que l'emphysème est très souvent secondaire à la BPCO. Ils avaient un déficit en alpha-antitrypsine, qu'on va vous expliquer. Donc, il faut le rechercher chez les patients BPCO, parce que quand on a un déficit en alpha-antitrypsine et que le patient est fumeur, il a plus de chances de faire la BPCO, plus de risques de faire la BPCO. Et puis, il y a autre chose aussi, il y a le sexe. On s'est rendu compte que la femme est plus sensible au tabac. On n'arrive pas à l'expliquer, mais on s'est rendu compte que quand les femmes qui fument font beaucoup plus, ils sont beaucoup plus sensibles et font beaucoup plus de BPCO que les hommes. Mais dans le monde, vous voyez, même en Algérie, que les hommes fument beaucoup plus que les femmes. C'est pour ça que la prévalence de la BPCO est beaucoup plus fréquente chez les hommes que chez les femmes. Et puis, il y a les conditions socio-économiques défavorisées qui peuvent entraîner justement le risque de développer une BPCO, après bien sûr prise en compte du tabagisme. Vous allez me dire comment ces conditions socio-économiques défavorisées peuvent entraîner la BPCO. Ben, tout simplement, c'est des sujets qui sont d'abord pauvres, qui vont mal se nourrir, et on sait que certaines vitamines interviennent dans l'immunité et dans beaucoup de choses. Deuxièmement, ce sont des patients qui vont travailler dans des usines où ils sont polluants. C'est des sujets qui vivent dans des maisons
dans des situations précaires, donc parfois qui ne peuvent se chauffer qu'au feu de bois, et c'est généralement des sujets qui fument du mauvais tabac. Donc, tous ces facteurs font que ces patients vont développer la BPCO. Et puis, il faut savoir qu'il y a une pathologie dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est l'asthme bronchique. Je vous ai dit tout à l'heure que la différence entre l'asthme bronchique et la BPCO, c'est ce trouble ventilatoire obstructif qui est réversible dans l'asthme bronchique et qui est irréversible dans la BPCO. Et puis, il faut savoir que certains asthmatiques qui ont une obstruction réversible au début, quand ils font de l'asthme sévère ou de l'asthme vieilli, il y a un remodelage bronchique et ce remodelage bronchique va entraîner un trouble ventilatoire obstructif fixé et donc ils vont passer à la BPCO. C'est pour ça quand vous avez un patient qui a un certain âge, qui présente par exemple une symptomatologie chronique d'un trouble ventilatoire obstructif et que vous le trouvez fixe, parfois on ne trouve pas la notion de tabac ou la notion d'une exposition à un particule ou à un gaz nocif, il faut poser la question, est-ce que vous avez de l'asthme, est-ce que vous avez un asthme vieilli? Et généralement, ces phénomènes inflammatoires des asthmes bronchiques, quand ils sont sévères et vieillis, ils peuvent entraîner une obstruction bronchique permanente. Il va y avoir un remodelage bronchique. Parce qu'il faut savoir, dans l'asthme, l'obstruction bronchique, elle est fonctionnelle. Il n'y a pas de lésion organique. La bronche, elle est intacte. Alors que dans la BPCO, c'est une atteinte. On va le voir tout à l'heure, c'est une atteinte de la bronche. Et quand on a un asthme bronchique, quand cette inflammation a persisté longtemps, pendant des années, généralement, il peut y avoir un remodelage et donc passer de l'asthme à la BPCO. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur les facteurs de risque avant de passer à la physiopathe? Vous m'entendez? Non, pas de question. Est-ce que c'est Pas clair? de question. Oui, c'est clair. Oui, très bien. Très clair. OK. Alors, on passe un peu à la physiopathe pour vous expliquer un peu c'est quoi cette maladie, c'est quoi son histoire naturelle. Pourquoi on parle de histoire naturelle? Parce que quand la BPCO va commencer, elle va évoluer, quel que soit le traitement. C'est une pathologie qui est chronique, qui va s'aggraver progressivement. Tout à l'heure, vous allez me poser la question pourquoi on traite. On verra pourquoi on traite ces malades, mais il faut savoir que c'est une pathologie, c'est des lésions qui vont apparaître, qui sont secondaires justement au tabagisme. Bon, j'ai pris un exemple, c'est le plus fréquent, à ces particules dans le tabagisme. Et donc, ce tabac, quand il est consommé pendant très longtemps et quand le sujet est sensible à ce tabac, il va entraîner, donc ce tabagisme va entraîner des lésions bronchiques et pulmonaires. Donc, il va agir au niveau des bronches et au niveau du poumon. Il va entraîner une obstruction bronchique. Alors, au niveau bronchique, ça va entraîner une BPCO, donc l'obstruction bronchique, et au niveau pulmonaire, il va entraîner l'emphysème. Donc, il va y avoir, c'est une conséquence, si vous voulez. Ce tabagisme va entraîner aussi bien une lésion bronchique qu'une lésion pulmonaire. Donc, ça va entraîner ces deux pathologies dans la BPCO. Même dans la BPCO, même quand on ne met pas en évidence l'emphysème, on sait déjà qu'il y a des lésions pulmonaires. Donc, et ces lésions vont entraîner une obstruction bronchique cette obstruction bronchique, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une obstruction bronchique qui est permanente, ça va entraîner donc une réduction prédominante du débit expiratoire forcé. Je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Donc, cette réduction permanente, cette obstruction permanente, va s'aggraver quand la personne va faire de l'exercice et quand elle va faire des exacerbations. C'est quoi les exacerbations? C'est quand le malade va faire sa crise. L'exacerbation, elle est secondaire généralement, soit à la suite d'une grippe, soit à la suite d'une surinfection bronchique, bactérienne. Donc, ces bronches qui sont déjà obstruées, si on leur rajoute une inflammation due à une atteinte virale ou bactérienne, il va y avoir une aggravation de l'obstruction. L'exacerbation, c'est l'aggravation de l'obstruction. Vous avez un patient qui a une obstruction de base. Il a une obstruction de base. Il va se maintenir comme il peut. Il va respirer, il va avoir des problèmes. Il va avoir surtout une dyspnée à l'effort. Cette dyspnée à l'effort, il peut la gérer. On va voir tout à l'heure. Et puis, un jour, il va faire un syndrome grippal, il va faire une bronchite aiguë. Qu'est-ce qui va se passer? L'inflammation due à ces germes va entraîner une aggravation de l'obstruction bronchique, dont le malade va venir pour exacerbation. Donc, il va venir pour exacerbation, pour une aggravation, une exagération des symptômes respiratoires. Et donc, il faut l'hospitaliser. Parfois, il faut l'hospitaliser et le prendre en charge dans le cadre de l'urgence. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a cette obstruction bronchique qui peut s'aggraver, soit à l'effort, qui peut s'aggraver aussi quand il y a des exacerbations, qui va entraîner une distension thoracique.
Voilà. Distension thoracique, parce qu'il va y avoir de l'air qui rentre et de l'air qui ne sort pas. Je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Et cette distension thoracique est responsable de la dyspnée, du déconditionnement locomoteur, d'une diminution de tolérance à l'effort et de l'inactivité, ce qui va entraîner une altération de la qualité de vie. Je reviens à mon obstruction qui entraîne toute cette cascade d'anomalies. C'est quoi cette obstruction bronchique? Alors regardez, vous savez que l'action du tabac, le tabagisme, quand quelqu'un va fumer, il va agir au niveau de la muqueuse, de la sous-muqueuse et de la musculeuse. Et il va entraîner cette obstruction bronchique qui est la conséquence de plusieurs choses. D'abord, la conséquence il va y avoir au niveau de la muqueuse, il va y avoir une inflammation, il va y avoir une hypersécrétion bronchique. Au niveau de la musculeuse, du muscle, on va voir du muscle bronchique, on va avoir une hypertonie du muscle lisse. Et ensuite, et au niveau des alvéoles, parce il va y avoir une perte des attaches alvéolaires et une fibrose péribronchique. Tout cela, je vais vous l'expliquer avec ce schéma. Alors, regardez, vous savez que les branches, vous savez que notre appareil, la division bronchique, elle commence à partir de la trachée. Donc, la trachée, elle va se diviser, donc cette trachée va se diviser en deux branches. Vous avez la branche souche gauche et la branche souche droite. Les branches souches, donc, vont se diviser en branches lobaires qui vont elles-mêmes se diviser en branches segmentaires et en branches sous-segmentaires. Donc, chaque fois, il y a une division par dichotomie. Donc, la branche va perdre son diamètre. Et puis, à un certain temps, les branches ne vont plus se diviser en deux, mais ils vont se diviser en 4, en 5, en 6. Donc, pour avoir beaucoup de bronchioles qui vont tapisser tout le parenchyme pulmonaire et emmener l'air vers les alvéoles. Quand on arrive au niveau des bronchioles, donc parmi la fin de la division bronchique, on a ce qu'on appelle la bronchiole. Cette bronchiole, qu'on appelle la bronchiole terminale, va se diviser en bronchioles respiratoires. Alors, il y a les bronchioles respiratoires 1, 2 et 3. Et donc, ces bronchioles respiratoires vont aboutir au niveau cette division des bronchioles respiratoires va aboutir au niveau des sacs alvéolaires et des alvéoles. Donc, l'air va passer de la trachée et il va descendre jusqu'au niveau des alvéoles pour être échangé. Donc, pour être échangé au niveau de cet endroit, de système alvéolo-capillaire où il va y avoir des échanges gazeux, le CO2 va ressortir et l'oxygène va rentrer dans le sang artériel. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on a une BPCO? Alors là, je vais vous donner juste un aperçu sur le plan microscopique d'une branche, d'une muqueuse bronchique. Alors, vous voyez ici une muqueuse bronchique saine. Regardez comment elle est constituée. Elle est constituée d'abord de cellules ciliées. Donc, vous avez des cellules ciliées. Et elle est constituée aussi de ce qu'on appelle des cellules à mucus ou des cellules calaciformes. Ici, en microscope électronique, on les voit très, très bien. Donc, vous avez des cellules calaciformes et des cellules ciliées. Alors, ça, c'est au niveau des grosses branches. Et on peut avoir même ce type de cellules, même dans les petites branches. Quel est l'intérêt d'avoir ces grosses branches? Alors, tout simplement, les cellules ciliées vont jouer le rôle de balai. C'est eux qui vont nettoyer tous les particules qui vont se mettre sur la muqueuse, donc qui vont arriver par voie aérienne. Vous savez qu'on respire l'air de la Terre, l'air de cette planète qui est pleine de particules et de polluants. Donc, ces polluants vont arriver au niveau de la muqueuse. Donc, ils vont être nettoyés par ces cils. Ces cils, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont donc balayer, si vous voulez, ces particules vers les voies aériennes supérieures. Soit on va les cracher, soit on va les avaler. Qui va aider justement ces cils à éliminer ces particules? Ce sont ces cellules calaciformes. Ces cellules calaciformes, ce sont des cellules à mucus. Ils vont sécréter le mucus. Ils ne sont pas les seuls à sécréter les mucus au niveau de la sous-muqueuse. Donc ici, c'est schématique. Donc vous avez ces cellules ciliées, vous avez ces cellules calaciformes et vous avez aussi ces glandes à mucus. Ces glandes à mucus qui sont constituées de cellules séreuses et cellules muqueuses qui vont sécréter du mucus. Donc, alors, ces glandes à mucus et ces cellules calaciformes vont entraîner l'hypersécrétion, donc une sécrétion du mucus. Donc, les particules qui se trouvent à la surface vont être donc mélangées à ce mucus
Et les cellules ciliées vont les balayer vers les voies aériennes supérieures, c'est-à-dire vers la sphère ORL. Donc, soit on les avale, soit on les crache. Donc, c'est comme ça que se fait ce qu'on appelle l'épuration mécanique. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on fume? Alors, vous voyez ici que sur ce schéma, j'ai mis donc les grosses bronches, les bronchioles, et les petites voies aériennes et l'alvéole. Alors, quand quelqu'un commence à fumer, qu'est-ce qui va se passer? Avant de vous donner ce qui va se passer, je reviens un peu à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous m'avez entendu parler de la bronchite chronique. Je vous ai dit, depuis un certain temps, on a différencié la bronchite chronique de la BPCO. La bronchite chronique, c'est quoi? La bronchite chronique, elle est caractérisée par quoi? Elle est caractérisée par une toux et une expectoration. Donc, la définition, elle est claire. C'est toux, expectoration, 3 mois consécutifs pendant 2 années. C'est-à-dire que la personne tousse et crache, mais elle n'a pas de dyspnée. Quand on lui fait une exploration fonctionnelle, elle est normale. La BPCO, c'est autre chose. La BPCO, le sujet peut avoir une bronchite chronique, c'est-à-dire il peut tousser et cracher, mais il a quelque chose de particulier de plus, c'est la dyspnée, qui commence d'abord à l'effort, ensuite qui va s'aggraver jusqu'à devenir au moindre effort et même au repos. Donc, il y a cette dyspnée. Maintenant, vous allez me dire, mais quelle est la différence? Pourquoi le bronchite chronique n'a qu'une toux, une expectoration, et celui qui a une BPCO, il a en plus de la dyspnée? Ben, tout simplement, c'est par rapport aux lésions bronchiques. Ça dépend où se situe la lésion bronchique. Quand quelqu'un, il fume, il ne sait pas s'il va il va rien faire, ou bien s'il va faire une bronchite chronique, ou bien il va faire une BPCO. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, celui qui va faire une bronchite chronique, qu'est-ce qui va se passer? Le type qui fume et qui va faire une bronchite chronique, les bronches qui seront touchées, ce sont les grosses bronches. Alors, que va faire ce tabac au niveau de ces grosses bronches? Il faut savoir que la personne qui fume, le tabac va d'abord commencer à agir au niveau des cellules ciliées. Donc, les cellules ciliées vont, les cils de ces cellules ciliées vont perdre leur mobilité, donc ils vont devenir moins mobiles, donc elles ne vont pas jouer le rôle de nettoyage puisqu'elles sont moins mobiles. Parfois, il arrive que ces cellules ciliées vont perdre les cils. Et quand une cellule ciliée perd les cils, elle se transforme en cellule calaciforme. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Cette cellule, elle va sécréter. Donc, on va voir donc chez ce patient une hypersécrétion, puisqu'il va y avoir beaucoup plus de cellules calaciformes. Les cils ne sont pas en bon état pour nettoyer, donc le patient va tousser et cracher. Il va tousser pour pouvoir éliminer. Il n'y a pas cette mécanique d'épuration, donc il est obligé de tousser pour pouvoir éliminer ses sécrétions. Le tabac ne s'arrête pas là. Les particules du tabac, ils vont agir aussi au niveau de ces glandes sous-muqueuses et donc ils vont entraîner une hypertrophie de ces glandes sous-muqueuses. Donc ces glandes en s'hypertrophiant, ils vont entraîner une hypersécrétion. Donc on va voir, le patient va tousser parce qu'il va y avoir une inflammation due à cette irritation par le tabac. Les particules vont stagner, donc ils ne seront pas éliminés, donc il va y avoir une inflammation. Donc la personne va tousser, donc il va y avoir une irritation, et elle va cracher parce qu'il y a une hypersécrétion. Donc les sécrétions vont être très abondantes parce qu'il va y avoir les cellules ciliées qui vont se transformer en cellules calaciformes quand elles perdent leurs cils, et vous allez avoir, et chez ce patient, il va y avoir une hypertrophie des glandes amicus, et donc qui sont au niveau de la sous-muqueuse, et donc il va y avoir une hypersécrétion bronchique. Donc ces sujets vont tousser et cracher. Alors il faut savoir que certaines personnes ne vont développer qu'une bronchite chronique. Ils ne vont pas faire une BPCO. Vous allez me demander pourquoi, je ne peux pas vous répondre. Donc il y a des sujets qui vont fumer, ils vont faire une bronchite chronique, ils vont tousser et cracher. Parfois, il arrive que les lésions se retrouvent ici, mais aussi au niveau des petites voies aériennes, au niveau des petites branches. Vous voyez que tout à l'heure, quand je vous ai parlé de la division bronchique, donc chaque fois qu'une branche se divise, elle perd la moitié de son diamètre. Elle se divise par dichotomie. Et puis, quand on arrive à une certaine division bronchique, les branches ne se divisent plus en 2, mais en 3, 4, 5. Donc, le diamètre, il est tout petit. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a pratiquement
les mêmes cellules, mais bon, on a beaucoup moins de cellules que les cellules que dans les grosses bronches, par exemple les cellules ciliées. Il va y avoir donc une destruction de la muqueuse. Cette muqueuse par justement ces particules de tabac. Et les muqueuses, cette muqueuse, quand elle est détruite, elle va être remplacée par un tissu fibreux, c'est-à-dire un tissu. Cette muqueuse qui est agressée, qui est fragile, qui est au niveau des petites voies aériennes, qui est agressée pendant longtemps par ces particules de tabac, qu'est-ce qu'elles vont faire? Un certain temps, comme l'épiderme, si vous l'agressez longtemps, il va entraîner une couche rigide pour se protéger, c'est ce qui va se passer. Il va y avoir une formation d'une fibrose péribronchique pour lutter justement contre cette agression de ces particules du tabac qui dure trop longtemps. Donc, on va voir, donc comme ce tissu, il est fibreux, on va aller avoir ce qu'on appelle une obstruction permanente. C'est-à-dire que le diamètre de ces branches va se rétrécir par ce tissu. Autre chose, qu'est-ce qui se passe? Quand il y a des lésions au niveau des grosses branches, vous savez qu'au niveau des grosses branches, il y a surtout du cartilage qui entoure les grosses branches. Donc, si vous voulez, les branches restent ouvertes. Par contre, au niveau des petites voies aériennes, il n'y a pas de cartilage. Ce qui maintient nos branches, nos petites branches ouvertes, ce sont les muscles. C'est ce muscle, c'est cette tonicité musculaire. Malheureusement, chez les patients BPCO, chez les patients qui ont fumé, qui vont développer le BPCO, on va voir ce muscle va être hypertrophié. Donc, l'hypertrophie de ce muscle va entraîner une aggravation de l'obstruction bronchique. Donc, il y a des personnes qui vont faire une BPCO parce qu'ils ont été exposés à ces facteurs de risque tels que le tabagisme par ces phénomènes de remodelage, phénomènes inflammatoires et de remodelage. Maintenant, la question qui se pose, est-ce que tous les bronchites chroniques vont faire une BPCO? Et est-ce que tous les BPCO vont faire une bronchite chronique? Et on fait une bronchite chronique. Alors, je vais vous dire qu'il y a des personnes qui, toute leur vie, ne feront qu'une bronchite chronique, c'est-à-dire c'est des tousseurs et qui crachent tout le temps. Il y a certains qui vont faire directement une BPCE, c'est-à-dire ils passent pas par ils n'ont pas la toux et l'expectoration, ils vont faire directement une dyspnée d'effort. Et puis, il y a des gens qui vont tousser et cracher pendant des années et qui vont faire une BPCE, qui vont faire une dyspnée d'effort. Est-ce que vous avez compris ce que je viens d'expliquer? C'est très important avant de passer à autre chose. Oui, madame. Oui, c'est clair. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, j'ai une question, madame. C'est juste pour, pour une petite précision. Par rapport à la BPCO, donc c'est tout le temps, c'est pratiquement tout le temps l'atteinte des bronchioles. Tandis que… Attendez, oui, ça comment? C'est-à-dire que l'atteinte qui prédomine, c'est les bronchioles. Parce que c'est comme ça qu'on a une dyspnée. Mais, c'est ce que je vous ai dit, on peut avoir l'atteinte des bronches aussi. C'est-à-dire quand on parle de… Et puis, à la longue, lors de l'évolution de la pathologie, on va voir tout l'arbre bronchique qui sera malade. Ça commence… La dyspnée commence parce qu'il y a d'abord une atteinte des petites voies aériennes. C'est celles-là qui vont commencer à être touchées. Mais après, on aura toutes les branches qui seront touchées. C'est ça la BPCO. C'est-à-dire, c'est pour ça que c'est une maladie qui va être progressive. Elle est d'évolution progressive. Par contre, les malades qui font la bronchite chronique, qui toussent et qui crachent, c'est des malades qui n'ont pas encore cette obstruction permanente. Mais si vous avez par exemple un patient qui est fumeur et qui tousse et qui crache, il ne faut pas lui dire, bon, vous faites une exploration, vous la trouvez normale. Il ne faut pas lui dire, bon, vous n'avez rien. Non, on ne sait pas quand est-ce que ce patient va évoluer vers la BPCO. Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire, on ne sait pas à quel moment il va. Il peut comme il ne peut pas. Mais la meilleure façon de traiter ce patient, c'est de lui dire, écoutez, vous avez déjà une bronchite chronique, vous toussez, vous crachez, donc vous avez quelque chose de chronique. Faites attention, arrêtez de fumer avant de passer à l'obstruction bronchique. Est-ce que vous avez compris? Oui, merci beaucoup, madame. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand quelqu'un commence à avoir une petite obstruction bronchique, qu'est-ce qui se passe? Donc, je ne veux pas passer tout de suite à la clinique. Donc, je suis à ce niveau. Donc, vous avez une obstruction ici. Donc, il va y avoir une obstruction ici. Pourquoi une obstruction? Je vous ai expliqué. C'est parce qu'il va y avoir, c'est ce que j'ai dit ici, voilà, vous allez avoir donc une inflammation, vous allez avoir une hypersécrétion bronchique, vous allez avoir une fibrose péribronchique, vous allez avoir une hypertrophie du muscle. Donc, tout ça va entraîner une obstruction bronchique. Ensuite, vous allez
par la suite avoir, parce que le tabac ne va pas s'arrêter au niveau des branches. Pour que la personne se sente bien, il faut que la nicotine arrive au niveau du sang. Et pour arriver au niveau du sang, il doit passer par les alvéoles. Et qu'est-ce qui va se passer? Ici, vous allez voir que ici, bon, on a les alvéoles, et bien, il va y avoir donc le tabac qui va passer au niveau des alvéoles, il va entraîner une altération des attaches alvéolaires, responsable de l'emphysème. Voilà, responsable de l'emphysème. Donc, qu'est-ce qui va se passer en cas de BPCO? Donc, la personne, elle continue à inspirer, expirer, puisqu'elle est vivante. Donc, elle va inspirer. Vous savez que l'inspiration, elle est active, donc on peut augmenter l'inspiration comme on veut, et l'expiration, elle est passive. Donc, l'air va rentrer, d'accord? Donc, il y a une quantité d'air qui rentre, mais est-ce que c'est la même quantité d'air qui sort? Non. Donc, on a toujours un peu d'air qui va rester. Un peu d'air va rester parce que quand l'air va ressortir, donc c'est une expiration passive, donc on n'a pas la même quantité. Mais ça se fait au long cours, c'est-à-dire ça ne se fait pas une année ou deux, plusieurs années. Donc, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir de l'air qui va séjourner au niveau des alvéoles, qui n'est pas évacué. C'est ce qui va entraîner la distension. C'est ce qui va entraîner la distension thoracique. Donc, de l'air qui va rentrer, il va y avoir de la distension thoracique. Donc, l'air qui va rentrer, chaque fois que la personne qui a une BPCO inhale, elle respire, il inspire. Donc, il va y avoir donc de l'air qui va essayer de passer par ces petites voies, ces branches qui sont obstruées, donc il va mettre du temps pour arriver. Ensuite, quand il arrive au niveau des alvéoles et pour arriver à la membrane alvéolaire pour être échangé, il va mettre du temps parce qu'il va y avoir de l'air qui se trouve ici, c'est ce qu'on appelle le volume résiduel qui est augmenté et donc il va empêcher l'air qui vient d'être inspiré d'arriver au niveau de la membrane basale. Qu'est-ce qui est de la membrane alvéolaire? Qu'est-ce qui se passe au niveau de la membrane alvéolaire? Vous savez, c'est là où se font les échanges gazeux. Vous avez du sang qui va arriver du cœur droit chargé en CO2 qui va donc être échangé au niveau de cette membrane alvéolo-capillaire et repasser dans le cœur gauche chargé en oxygène. Maintenant, cet air qui vient d'être inspiré, il est obligé de passer par un endroit obstrué, donc il va mettre du temps pour arriver au niveau des alvéoles. Et quand il arrive au niveau des alvéoles, il va trouver de l'air qui va le gêner pour arriver au niveau des membranes alvéolaires. Entre-temps, le sang qui est chargé en CO2, il ne va pas l'attendre. Il ne va pas attendre que cet air chargé d'oxygène arrive au niveau des alvéoles. Il va passer directement au niveau du cœur gauche chargé en CO2. C'est ce qu'on appelle un efficient majeur. Donc, il y a, si vous voulez, et vous allez le voir en physiopathe de l'IRC, un déséquilibre ventilation-perfusion. La perfusion, elle est normale, le cœur va se contracter, il va donc envoyer tout le sang chargé en CO2 vers ces membranes alvéolo-capillaires pour être échangé. Mais quand le sang arrive à ce niveau, il ne va pas trouver la quantité d'oxygène qu'il le faut parce que l'oxygène, il a mis du temps pour descendre. Et l'oxygène, quand il arrive au niveau de cette alvéole pleine d'air, il sera gêné pour arriver au niveau de cette partie où il doit être échangé. Donc, le sang va aller au niveau du cœur gauche avec du CO2 qui n'a pas été, échangé. Donc, il va y avoir un déséquilibre ventilation. C'est pour ça que les sujets qui ont une BPCO, au bout de quelques années, il devient insuffisant respiratoire chronique. Est-ce que c'est clair? Oui. Oui, c'est clair. C'est clair? Voilà. Alors, c'est pour ça que ce schéma est important. Donc, vous avez une obstruction, une distension et vous avez une dyspnée. Donc, le patient, quand il commence à avoir sa dyspnée, c'est que les choses ont évolué. Voilà, c'est-à-dire que cette pathologie, elle a commencé, que les remodelages, les destructions ont commencé des années auparavant. Donc, quand il viendra consulter, il viendra pour une dyspnée et généralement, quand on lui fait des examens, on va trouver que ça fait très, très longtemps qu'il a commencé à avoir des anomalies. On verra ça tout à l'heure, d'accord? Et donc, cette dyspnée, il va avoir quelle dyspnée? Il va avoir une dyspnée d'effort au début. Alors, il va avoir une dyspnée d'effort, qu'est-ce qu'il va faire? Il va y avoir une diminution de la tolérance à l'effort. Mais le sujet, comme il a plus de 40 ans, il va se dire, eh ben, j'ai plus de 40 ans,
j'ai pas de l'énergie comme quand j'étais jeune. Donc, et surtout s'il est sédentaire, il n'a pas l'habitude de trop marcher, etc., il ne va pas se rendre compte de sa dyspnée. C'est quand il fera un effort particulier qu'il va se rendre qu'il n'est plus comme avant, que quand même, il a une gêne respiratoire. Et donc, pour se sentir bien, comme il est dyspnéique à l'effort, il va faire ce qu'on appelle un déconditionnement locomoteur, c'est-à-dire qu'il va diminuer l'activité pour se sentir bien. Il va diminuer l'activité, c'est-à-dire au lieu de marcher, s'il a l'habitude de marcher par exemple tous les matins 500 mètres, 1 kilomètre, à cause de cette dyspnée, il va prendre sa voiture. Il ne va pas se rendre compte que sa dyspnée est en train de s'aggraver, jusqu'à arriver à l'inactivité et l'altération de la qualité de vie. Est-ce que c'est clair? Oui. Très bien. Alors maintenant, on va passer à la clinique. Alors, quand vous recevez un patient, il faut suspecter chez lui la BPCO, il faut toujours rechercher les facteurs de risque, dont le tabagisme. C'est très important parmi les autres facteurs de risque, mais le premier qu'il faut rechercher, c'est le tabagisme. Ensuite, il faut rechercher les signes de cette bronchite chronique, la toux. Généralement, cette toux, elle est matinale, elle est aggravée par le décubitus, elle est parfois discrète et toujours banalisée. C'est ça le drame chez les tabagiques, c'est que la toux et l'expectoration sont banalisées. D'ailleurs, il y a beaucoup de patients qui vous disent, je tousse et je crache tous les matins, je me lève, je tousse et je crache, je nettoie mes bronches du tabac de la veille. Alors que finalement, c'est des lésions qui se sont développées au niveau de ces bronches qui ont entraîné ces symptômes. Donc, on a la toux matinale aggravée par le décubitus. Et d'ailleurs, la toux, il faut la chercher chez le patient. Il faut lui dire, est-ce que tu tousses, hein? Sinon, il ne vous le dira pas. Pour lui, c'est normal de tousser. L'expectoration, elle peut être muqueuse, mucopurulente ou purulente, abondance variable, toujours banalisée aussi. Quand elle est muqueuse, elle est banalisée. Quand elle est purulente, généralement, elle survient à la suite d'un syndrome grippal ou bien d'une bronchite aiguë. Et généralement, il viendra consulter pour prendre des antibiotiques. Pour lui, il est en surinfection, il a fait une petite fièvre. Mais quand elle est muqueuse, elle est toujours banalisée. Et puis, vous avez la dyspnée. Et généralement, c'est le symptôme d'appel. Il viendra consulter pour cette dyspnée. Alors, il faut savoir que cette dyspnée, elle n'est pas la même chez tous les patients BPCO. Il y a une grande variabilité interindividuelle. Il y a des patients qui ont un trouble ventilatoire obstructif sévère qui ne sont pas très dyspnéiques et qui ne se plaignent pas. C'est un symptôme subjectif. Et il y a des patients qui ont un petit obstructif léger et qui se plaignent de beaucoup de symptômes. Après, on verra comment on va évaluer cette pathologie. Donc, il y a une variabilité interindividuelle et, comme je l'ai dit, elle n'est pas corrélée à l'altération de la fonction respiratoire. C'est-à-dire, on peut avoir une altération importante et le patient ne se plaint pas beaucoup. On peut avoir une petite obstruction bronchique et le patient va se plaindre énormément de cette dyspnée. Alors, comment on va évaluer la dyspnée? On va l'évaluer selon l'échelle de Sadoul. Donc, vous savez que vous avez sur cette échelle, vous avez 5 types de dyspnée, 5 types, ou bien des stades, c'est ce qu'on appelle des stades. Donc, stade 0, c'est l'absence de dyspnée. Donc, la personne elle a une activité tout à fait normale. Le stade 1, c'est une dyspnée à l'exercice ou montée au 2e étage. Le stade 3, c'est dyspnée lorsque le patient il marche normalement ou bien il monte une côte. La dyspnée stade 4, c'est quand il marche en terrain plein, surtout avec un accompagnateur qui a le même âge. Il va se rendre compte qu'il ne suit pas ce même sujet qui a le même âge. Et donc, il se sent qu'il a une dyspnée sur un terrain plat. Donc, ça, c'est le stade 3. Le stade 4, donc, à son propre rythme, le patient il est obligé de s'arrêter sur un terrain plat plusieurs fois lors d'une activité, lors d'une marche. Et bien sûr, le stade 5, c'est une dyspnée pour les gestes élémentaires de la vie, c'est-à-dire le fait de se raser, le fait de s'habiller, il présente cette dyspnée. Donc, quand on est un patient, généralement, on va évaluer, et vous allez voir que dans le traitement, il faut évaluer cette dyspnée, elle est très importante. La thérapeutique, elle se fera en fonction de l'importance de cette dyspnée. C'est ce qu'on appelle l'importance des symptômes. Ensuite, on va examiner un patient. Alors, généralement, très souvent,
Au stade du début, les patients n'ont pas grand-chose, hein. L'examen peut être strictement normal, le patient est normal. Mais parfois, quand la BPCO a évolué, quand on est au stade sévère, on peut trouver des signes d'insuffisance respiratoire. C'est-à-dire, donc, on va avoir d'abord une signe de distension marquée, c'est-à-dire que l'air se retrouve tellement dans les poumons, dans les alvéoles, que le poumon, il est, voilà, quand on vous montre ici une radio, on va avoir une distension. Vous voyez que le diamètre antéro-postérieur du thorax est augmenté. Donc, ce diamètre est augmenté, donc il y a de l'air. D'ailleurs, même quand on voit le patient peut être, il va avoir un thorax globuleux. Généralement, il va expirer avec des lèvres pincées. Vous allez me demander pourquoi il expire avec des lèvres pincées et on va vous l'expliquer pendant le TD. C'est que c'est ce que je vous ai dit, quand la personne, il manque d'oxygène dans le sang, il va faire une inspiration profonde. Mais quand il veut faire une expiration, il va pincer ses lèvres pour que l'air sorte doucement. Pourquoi? Parce que ces bronches qui sont obstruées risquent de se collaber s'il augmente, si l'expiration est rapide. Donc, il s'élève pour que l'air sorte doucement, doucement, pour que ces bronches ne se collabent pas, pour qu'ils n'étouffent pas. On peut trouver parfois, quand il est au stade sévère, on peut retrouver on peut retrouver donc l'utilisation de ce qu'on appelle les muscles accessoires. Donc, on peut trouver un cursus claviculaire visible et profond. On peut trouver même les muscles intercostaux, qui est donc, il va y avoir donc une utilisation des muscles intercostaux. Et puis, on va retrouver ce qu'on appelle le remplissage expiratoire des jugulaires. C'est très important et ça signe l'atteinte du ventricule droit, c'est-à-dire qu'il y a une insuffisance ventriculaire droite qui est secondaire à cette BPCO. Vous allez voir dans l'emphysème et dans la physiopathe de l'IRC que les conséquences de cette insuffisance respiratoire chronique secondaire à la BPCO, c'est l'insuffisance cardiaque droite. La radiographie, donc, quand on est au stade d'emphysème, parce que quand on a une BPCO au stade du début, généralement la radiographie est normale, mais quand on est au stade d'emphysème, on va voir ce qu'on appelle les signes de distension et les signes de destruction. Alors, les signes de distension, c'est qu'on va avoir un thorax quadrangulaire, généralement. On va voir un aplatissement des coupoles diaphragmatiques. On va voir un aspect festonné des coupoles diaphragmatiques. C'est quoi cet aspect festonné? C'est-à-dire qu'il y a des bulles d'air qui vont aller comprimer le diaphragme, donc il va avoir un aspect festonné comme ça, voilà, un aspect comme ça festonné. On va avoir un élargissement des espaces intercostaux, une horizontalisation des côtes. Voilà, ça c'est les signes de distension. On peut avoir aussi un cœur en goutte, donc il y a une distension du parenchyme pulmonaire. Et puis on va voir ce qu'on appelle des signes de destruction, une rarification, mais ici on ne les voit pas très très bien, mais on peut avoir surtout une rarification de la trame vasculaire au niveau périphérique. Donc voilà, généralement quand on voit une fois une radio d'un patient qui présente une distension thoracique, un emphysème, généralement une fois suffit pour qu'on arrive à reconnaître les signes radiologiques de la distension et la destruction thoracique. Mais il faut savoir que quand on a une BPCO simple, c'est-à-dire quand elle n'est pas encore accompagnée d'emphysème, la radiographie est strictement normale. On a les signes de distension et de destruction quand on a un emphysème associé à la BPCO. Est-ce que c'est clair jusque-là? Excusez-moi. Oui. Puisqu'on a une augmentation du volume résiduel, pourquoi Je ne suis pas encore là. On va faire le FR tout à l'heure. Oui, oui, allez-y. Je peux vous répondre comme je peux ne pas vous répondre. Hein, oui. D'accord. Mais pourquoi, genre, on a les alvéoles qui risquent de se collaber en cas Ce n'est pas les alvéoles, je parle des branches. Oui, mais vous avez dit que le sujet va pincer ses lèvres pour il que… va pincer. Alors, il va pincer. Pourquoi? Parce que vous avez les petites branches, elles sont de petit diamètre, elles sont obstruées. Vous avez les attaches alvéolaires qui sont parfois rompues parce qu'il y a un emphysème. Donc, sous l'effet de la pression, on va vous faire un peu dans la physiopathe, c'est-à-dire que ce cours, je le fais généralement après le cours de physiopathe de l'IRC. Sur le plan physiologique, vous savez qu'on respire en fonction d'une différence de pression entre la pression atmosphérique et la pression alvéolaire. Quand une pression elle est plus élevée que l'autre, il y a de l'air qui sort ou qui rentre. Ça, on va vous le faire dans la physiopathe.
Donc, quand de l'air va sortir, c'est parce que la pression alvéolaire est supérieure à la pression atmosphérique. D'accord. Donc, quand vous avez une distension, vous avez de l'air qui est à l'intérieur des alvéoles et vous avez des bronches qui sont inflammées, qui sont obstruées. Si vous expirez rapidement, il va y avoir les branches qui vont se collaber. Elles vont se collaber. La pression qui va arriver va les collaber. Et le malade va étouffer. Et il se rend compte. C'est pour ça que quand il va inspirer, il ouvre la bouche, il inspire profondément, mais quand il va expirer doucement, doucement en pinçant les lèvres. Il épargne justement, doucement. Donc, il va faire sortir l'air doucement. Parce que s'il fait sortir l'air rapidement, c'est physique. Il va y avoir alors que nous, quelqu'un qui n'a pas de BPCO, il peut faire sortir l'air parce que tout est ouvert, tout est obstrué, les attaches alvéolaires sont intactes, donc l'air va sortir. C'est ça la physiologie. Mais ici, on n'est plus dans les conditions physiologiques, on est dans des conditions pathologiques. Il y a des anomalies. D'accord, merci. Voilà. Voilà. On va vous faire des cas cliniques et puis bon, le professeur Auster va vous l'expliquer quand elle fera justement l'exploration fonctionnelle, elle est très importante. D'accord? Voilà, donc c'est pour ça qu'il allait. Est-ce que vous avez compris la radio? Le reste, c'est bon. C'est bon? Pas de questions? Oui, c'est bon. Très bien. Alors ensuite, à un stade très évolué, on peut avoir un hypocratisme digital. Donc, il faut toujours rechercher chez ces patients cet hypocratisme digital qui signe l'hypoxie chronique. Alors, pourquoi l'hypocratisme digital est important à rechercher chez le patient BPCO? On avait dit que le patient BPCO, il a cette pathologie parce qu'il a été exposé au tabagisme. Le tabagisme peut être responsable de la BPC qui, en évoluant vers l'insuffisance respiratoire chronique et l'hypoxie chronique, pourra entraîner un hypocratisme digital. Mais même chez les patients qui ont une BPCO légère, qui ne sont pas au stade d'insuffisance respiratoire, il faut toujours rechercher cet hypocratisme. Ça peut être un signe d'un néobronchique. C'est-à-dire ça peut révéler un cancer bronchique. Donc, il faut toujours regarder les doigts des patients BPCO pour voir est-ce qu'il n'y a pas d'hypocratisme digital. Si on a un hypocratisme digital, il faut faire une gazométrie à la recherche d'une hypoxie. Mais maintenant, s'ils ne sont pas hypoxiques, bien sûr, il faut faire une radio, une TDM pour rechercher un néobronchique. C'est pour ça qu'il est très important de regarder, de rechercher cet hypocratisme digital. Alors, comment on va faire le diagnostic de la BPCO? On a 3 grands symptômes. On a la toux, l'expectoration et on a la dyspnée d'effort qui peut évoluer en fonction de l'évolution de la pathologie. Parfois, on peut trouver juste un patient qui a une petite dyspnée au stade 1, mais parfois, on peut retrouver des patients qui sont au stade 4. Donc, la dyspnée, elle est importante. Mais on ne peut pas faire le diagnostic parce que beaucoup de pathologies peuvent entraîner ces symptômes. Vous avez les dilatations de bronches qui peuvent entraîner une toux-expectoration. Parfois, quand elles sont diffuses, elles peuvent entraîner une dyspnée. Vous avez l'asthme qui peut entraîner une dyspnée. Vous avez les fibroses. Donc, comment faire le diagnostic d'une BPCO? Le diagnostic d'une BPCO est spirométrique. Rechercher un trouble ventilatoire obstructif non ou partiellement réversible. C'est-à-dire ce patient, je sais qu'il a une dyspnée, je sais qu'il a fumé, je ne peux pas faire le diagnostic parce que beaucoup de pathologies ont les mêmes symptômes, je vais lui faire l'EFR. L'EFR va rechercher l'obstruction bronchique et j'ai une autre pathologie à laquelle je dois penser chaque fois que j'ai une obstruction bronchique de base, c'est l'asthme. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ce qu'on appelle le test de réversibilité. Je vais faire inhaler à ce patient 400 microgrammes de salbutamol. Donc, il y a un bronchodilatateur de courte durée d'action. 15 minutes après, je lui fais l'exploration. Si il y a une réversibilité, je ne parle plus de BPCO. S'il n'y a pas de réversibilité, je suis devant la BPCO. Et c'est quoi l'absence de réversibilité? C'est ce TIFNO, c'est le VMS sur capacité vitale inférieur à 70% après test de bronchodilatation. Je vais vous faire juste un petit rappel, puisque vous allez faire un cours sur l'exploration, juste pour que vous compreniez au moins de quoi il s'agit. Je vais vous faire juste un petit rappel de cette spirométrie. Alors, on parle de réversibilité après ce test, après l'inhalation de 400 microgrammes de salbutamol, quand on a une augmentation du VMS et ou de la capacité vitale forcée de 12% ou de 200 millilitres. Voilà. Alors, je vais vous montrer. Voilà. C'est quoi cette courbe débit-volume? C'est quoi cette EFR? Donc, c'est juste un petit rappel. Vous allez faire le cours sur l'exploration. Vous savez que vous savez que quand on fait une exploration, on mesure deux choses. On mesure les volumes
donc les volumes, c'est l'air qui va rentrer et sortir au niveau du parenchyme. Et les débits, c'est l'air qui passe dans les branches. Donc, on va dire à la personne d'inspirer profondément, donc il va faire cette petite boucle que vous ne voyez pas, donc il va inspirer. Ensuite, il va commencer à expirer. Généralement, quand je fais un cours en présentiel, je dis aux étudiants d'expirer devant moi. Quand on commence à expirer, donc on commence à expirer, on va utiliser, donc il va commencer à expirer, il va passer au DEP. Ensuite, il va faire, voilà, cette partie ascendante, quand il va commencer à expirer, c'est l'effort musculaire. Si vous le faites chez vous maintenant, alors que vous m'écoutez, vous allez voir. En commençant à expirer, essayez de le faire maintenant. Vous inspirez profondément, commencez à expirer, vous allez commencer à mobiliser la cage thoracique et le diaphragme au début. Ensuite, quand vous continuez à expirer, vous allez voir, toujours dans l'expiration, après une inspiration profonde, donc le début de l'expiration, vous allez utiliser l'effort musculaire, donc les muscles de la cage thoracique et le diaphragme, qui est un muscle important pour la respiration. Ensuite, vous continuez à expirer, vous allez utiliser les grosses voies aériennes. Et quand vous allez terminer votre expiration profonde, vous allez utiliser les petites voies aériennes. Donc voilà, c'est comme ça, cette courbe, une partie de la courbe, cette courbe ascendante va présenter donc tout ce qui est effort musculaire, cette courbe descendante, c'est les grosses voies, les moyennes voies, et la fin de la courbe, c'est les petites voies aériennes. Et donc, voilà, un sujet normal, c'est un sujet qui va faire une inspiration, qui va faire cette belle courbe expiratoire. Et pour dire qu'on a une belle courbe, il faut au moins 6 secondes. C'est-à-dire que le patient a pris une inspiration profonde, il doit rester, il va faire une expiration qu'il doit prolonger pendant 6 secondes. C'est ce qu'on appelle le volume temps. Le volume temps, cette courbe représente le volume temps. Si vous avez une expiration qui s'arrête au bout de 2-3 minutes, ce n'est plus une bonne exploration. Il faut que la personne qui est en train de faire cet examen, il faut lui dire, il faut lui faire comprendre qu'il doit expirer, s'il veut faire une belle courbe, il va expirer au moins 6 secondes. Ensuite, voilà. Donc, vous allez avoir cette belle courbe. Donc, généralement, quand on a un sujet normal, on a cette belle courbe. Et chaque fois que l'obstruction existe, on va voir qu'elle va se creuser au niveau des branches. Vous voyez, donc là, ça prouve qu'il y a une obstruction bronchique, donc elle est légère, modérée. Et vous voyez ici cette courbe bleue, quand on a une obstruction sévère, c'est-à-dire qu'il y a de l'emphysème. Regardez, ça ne remonte pas. C'est-à-dire qu'il y a une distension thoracique généralement quand on est devant une obstruction sévère. Donc tout cela, vous allez le faire. Toutes ces explications, vous allez les avoir pendant le cours sur l'exploration fonctionnelle respiratoire. Dans le volume temps, vous voyez aussi, un volume temps normal, il est comme ça. Et donc, on voit ces courbes qui descendent à chaque fois que l'obstruction devient de plus en plus sévère. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, alors, je reviens d'abord avant de passer à mon évaluation. Alors, ces sujets, quand on trouve une obstruction bronchique, on va leur faire donc, comme je viens de le dire, un test de réversibilité au salbutamol et on doit trouver donc un VMS, c'est le volume expiratoire maximum seconde qui sera supérieur ou égal à 12% ou bien supérieur à 200 millilitres et une capacité ou une capacité vitale forcée supérieure à 12% et ou supérieure à 200 millilitres. Et donc, si vous avez une baisse de VMS, vous allez avoir bien sûr une baisse du TIFNO, puisque le VMS, le TIFNO, c'est le VMS sur la capacité vitale. Et donc, il faut toujours regarder votre TIFNO sur l'exploration fonctionnelle de votre TIFNO qui sera inférieur à 70% après test de bronchodilatation. Je pense que je vous ai montré ici. Je vais vous montrer une. Tout à l'heure, vous allez voir voilà, elle est là. Je voulais vous la montrer, mais je vous la montrerai tout à l'heure. Il faut d'abord que je vous explique cette courbe qui est très importante. Est-ce que c'est clair? Donc, il faut retenir que pour faire le diagnostic de la BPCO, il faut avoir à l'EFR un trouble ventilatoire obstructif qui n'est pas réversible après test de bronchodilatation. Il faut avoir un VMS sur capacité vitale forcée inférieure à 70% et une réversibilité du VMS qui est inférieure à 12% ou bien de 200 millilitres et ou une capacité vitale forcée inférieure à 12% ou bien 200 millilitres. Est-ce que c'est clair? C'est clair? Oui. Oui, madame.
Très bien. Alors maintenant, on va parler un peu qu'est-ce qui se passe. Je vous ai dit tout à l'heure que la BPCO, c'est une pathologie qui est chronique et d'évolution progressive. C'est-à-dire quand on tombe malade, quand on a la BPCO, on sait que cette maladie va évoluer, elle va s'aggraver. Avec le temps, elle va s'aggraver. D'ailleurs, c'est ce qu'il faut dire aux malades. Vous allez quand on reçoit un patient en BPC, on lui dit généralement, voilà, vous êtes arrivé à ce stade, on va essayer d'améliorer les symptômes, la qualité de vie, etc. Mais des lésions, vous avez fumé pendant 20 ans, 25 ans, les lésions, elles ont été, donc vous avez eu des lésions au niveau bronchique et au niveau alvéolaire, elles sont là, on ne peut pas les réparer. Donc, on va essayer d'améliorer. Mais dans votre tête, il faut savoir que c'est une maladie qui va évoluer. Pourquoi je vous montre ces courbes, elles sont très intéressantes. Ça, c'est Fletcher et Peto qui ont fait une étude à l'époque en 76 sur des sujets fumeurs sensibles et sujets sains. Alors, vous savez que généralement, depuis la naissance, quand quelqu'un vient de naître, il a un certain volume pulmonaire. Ensuite, ses poumons, ils vont augmenter de volume jusqu'à l'âge, donc il va augmenter, lui va grandir et ses poumons vont augmenter de volume. Et son VMS va augmenter. Et vous savez qu'on a le VMS qui va augmenter jusqu'à l'âge de 20 ans à peu près. 20 ans, 21 ans, donc le poumon va atteindre sa taille normale et donc le VMS, il va être au maximum. Ensuite, on va avoir une période où ce sera stable, le VMS va être stable, et puis avec l'âge physiologique, ce VMS va décliner, c'est-à-dire il va diminuer. Alors normalement, on perd régulièrement un VMS avec l'âge en raison, pourquoi, du vieillissement pulmonaire. Pourquoi? Vous allez me dire pourquoi on perd le VMS? Eh bien, tout simplement parce qu'avec l'âge, on va avoir une perte de la force de recul élastique. Donc, le poumon n'est plus aussi élastique, donc on va perdre du VMS. Généralement, cette perte du VMS, elle n'excède pas 30 millilitres par an. Donc, cette courbe montre un déclin physiologique d'un sujet jusqu'à l'âge de 80 ans. Généralement, ce déclin il commence autour de 30 ans, 25-30 ans, et puis ça descend. Généralement, on perd 30 millilitres par an. Alors, il faut savoir que ces auteurs ont montré que chez les patients qui sont fumeurs et sensibles au tabac, vous voyez que sur cette courbe, on a écrit non tabagique ou non sensible au tabac. Il faut savoir qu'il y a des fumeurs qui vont avoir exactement le même déclin physiologique que les sujets normaux parce qu'ils ne sont pas sensibles au tabac. Mais ceux qui sont sensibles au tabac, ils sont autour de 15 à 25%, 20%. Il y a une exagération dans la perte de ce VMS. Voilà. Il va y avoir une perte du VMS avec les années. Alors, vous voyez ici, ces patients vers 45 ans, 50 ans, s'ils arrêtent de fumer, vous voyez que leur courbe va être identique à celle il va être identique à celle des sujets non fumeurs ou des sujets qui ne sont pas sensibles. C'est-à-dire que la perte du VMS va ralentir et va redevenir normale, alors qu'ici, elle était accélérée. Alors ici, elle va ralentir. Mais malheureusement, ces patients ont déjà perdu un certain pourcentage de VMS qui ne vont pas récupérer. Mais il y aura un ralentissement du VMS. Maintenant, si quelqu'un va continuer à fumer avec l'âge, il ne m'arrête pas, donc le déclin va s'aggraver. Et puis, il va s'aggraver et peut passer à la BPCO. Et puis, il y a des sujets aussi sensibles qui vont commencer à faire de la BPCO depuis le jeune âge. C'est-à-dire que les lésions vont apparaître rapidement et donc ils vont développer le BPCO, va avoir une accélération du déclin du VMS. Et cette accélération du déclin du VMS, elle peut être très importante. Il faut savoir que chez les fumeurs sensibles, quand ils continuent à fumer, au lieu de perdre à peu près 30 millilitres, ils vont perdre entre 50 et 100 millilitres. Et le patient BPCO peut perdre encore plus. Il peut perdre jusqu'à 100, 150 millilitres par an. Et vous voyez, donc, il va y avoir un déclin très, très important de ce VMS. C'est pour ça que cette pathologie, elle est progressive parce qu'il va y avoir un déclin important
de la fonction respiratoire du VMS. Donc, il va y avoir une perte importante. C'est pour ça qu'ils deviennent invalides avant les autres. C'est-à-dire, s'ils font une BPCO sévère, ils vont entraîner il va y avoir un déclin très important du VMS et rapide. Et donc, généralement, ils deviennent invalides autour de 55 ans, 60 ans. Et la mortalité est très élevée chez ces sujets. Est-ce que vous avez compris cette courbe? Oui. D'accord. Oui. Quand vous répondez, d'accord, très bien. Vous m'entendez. Maintenant, si vous ne m'entendez pas, vous me le dites. Il ne faut pas que je parle comme ça dans le vide. Ensuite, maintenant, on a fait le diagnostic de la BPCO. Donc, on sait que la BPCO, c'est une pathologie respiratoire chronique. On sait qu'elle touche les bronches et les alvéoles. On sait que c'est une maladie où on a des symptômes. La toux, l'expectoration et particulièrement la dyspnée. Cette dyspnée est d'aggravation progressive. On sait que pour faire le diagnostic, on doit avoir un trouble ventilatoire obstructif. Ce trouble ventilatoire obstructif, il doit être irréversible. Donc, on sait comment faire le diagnostic. Maintenant, comment évaluer la sévérité de la BPCO? Alors, comment on va l'évaluer? D'abord, on va l'évaluer par la sévérité de l'obstruction bronchique. Quand vous faites une EFR, alors il faut voir ce VMS. Alors, le VMS, donc, on a 4 stades d'obstruction bronchique. On a le léger, le modéré, le sévère et le très sévère. Donc, quand il est léger, il est supérieur ou égal à 80%, le VMS. Quand il est modéré, il est entre 50 et 80%. Quand il est sévère, il est entre 30 et 50%. Et quand il est très sévère, on a le VMS qui est inférieur à 30%. Voilà, je vous ai montré maintenant une exploration. Donc, vous voyez que cette exploration, donc le patient, il a fait un volume temps. Il a fait une courbe. Donc, qu'est-ce qu'elle vous montre, cette courbe? Que quelqu'un me réponde. Est-ce que c'est une courbe normale? Non. Non. Vous voyez que la courbe normale, c'est celle-là. Donc, vous voyez. Déjà, par rapport à ce que je vous ai montré tout à l'heure, qu'est-ce que vous voyez? Que c'est une courbe, c'est un trouble ventilatoire obstructif qui est quand même sévère. Très bien. Alors, on va voir maintenant les chiffres. Regardez les chiffres. Donc, on a la capacité vitale forcée, on a le VMS, et on a le VMS sur capacité vitale forcée. Voilà ce qui m'intéresse. C'est ces 3 pour la BPCO. Je préfère ne pas vous dire autre chose. Alors, je vois la capacité vitale forcée. Ça, c'est le théorique. Normalement, le sujet du même âge et de la même taille et du même sexe doit faire 2 litres 70. Ici, il m'a fait combien? 2 litres 480. Ici, 2 litres 70. Ici, 2 litres 48. Donc, je suis à 92%. Elle est normale. VMS, j'ai 2 litres 04. Normalement théorique, regardez combien il m'a fait, même pas 1 litre, c'est 830 millilitres, c'est-à-dire 0,83. Je suis à 41%. Et je vais voir mon VMS sur ma capacité vitale. Et normalement, je dois être à 74. Regardez à combien je suis. À 34. Donc, j'ai un trouble ventilatoire obstructif. Pourquoi? J'ai mon VMS sur ma capacité vitale forcée qui est inférieur à 70% et j'ai mon VMS qui est quand même à 41. On avait donné à ce patient salbutamol à 400. On a attendu 15 minutes. Alors, ma capacité vitale forcée, je suis passée de 2 litres 48 à 2 litres 52, 93, donc c'est la même chose. Ce qui m'intéresse, c'est celle-là et ça. Donc ici, j'étais à 41%, je passe à 43%. Donc j'ai gagné combien? 2%. Donc je n'ai pas gagné les 12%. D'accord? Donc je suis devant un trouble ventilatoire obstructif. Et quand je vois mon TIFNO, ma VMS sur capacité vitale, j'ai 34. D'accord? Je garde mon 34. Je n'ai rien gagné. Donc je suis devant un patient qui a une BPCO. Est-ce que c'est clair? Maintenant, je vais voir un peu plus bas. Ça, c'est mes petites voies aériennes, toutes petites, les bronchioles. D'accord? Voilà, quand je vois, regardez, quand je vois mes petites voies aériennes, regardez combien il a. Il est à 19%. Ça veut dire qu'il y a une obstruction sévère, regardez. Il y a quand je les vois, et quand même, malgré les bronchodilatateurs, regardez, je n'ai gagné que 1%. Je regarde ça comme ça, mais ce qu'il faut regarder dans la BPCO, c'est surtout le VMS et le TIFNO. Parce que c'est ça la définition, c'est le TIFNO. Il ne doit pas être inférieur à 70%. Moi, je l'ai ici à 34%. Est-ce que vous avez compris? Oui. Donc, Oui.
je suis devant un trouble ventilatoire obstructif sévère. D'accord? Parce que regardez, qu'est-ce que j'avais dit ici? Le VMS, quand il est supérieur à 80%, il est léger. Entre 50 et 80, il est modéré. Entre 30 et 50, il est sévère. Et quand il est inférieur à 30, il est très sévère. Il est à combien le mien? Le VMS, il est à combien? Il est en post-broncho. Il est à 43. Donc, il est comment? Sévère. Il est sévère. Et c'est Voilà. Ça va. Voilà. Regardez comme c'est bien une exploration. Dès que j'ai vu ma courbe, avant de voir les chiffres, je savais que j'étais dans le sévère. La courbe déjà m'explique. Et regardez, comme il n'est pas monté, jusque-là, je sais qu'il y a de l'emphysème. Si je fais une plétismo, je vais trouver un VR qui est très, très important. Un VR qui est beaucoup plus important que la normale. Donc, il y a une distension associée, donc il y a un trou ventilatoire obstructif. Est-ce que c'est clair? Donc, vous allez faire un peu beaucoup pendant le cours de FR, vous allez faire beaucoup de courbes, donc vous allez interpréter les résultats et donc vous allez voir beaucoup d'anomalies de ce genre. Donc, je vais évaluer la sévérité de la BPCE, donc la sévérité en fonction de la sévérité de l'obstruction bronchique. Ensuite, je vais l'évaluer par l'importance des symptômes. Vous vous rappelez la dyspnée et les stades, c'est très important. Alors, parce que je vais me dire, est-ce qu'il est symptomatique? Moi, ce qui m'intéresse dans la BPCE, c'est pas, ce qui m'intéresse surtout, c'est la dyspnée. J'ai une échelle qui me permet de quantifier cette dyspnée, c'est l'échelle MMRC. Donc, je sais. Alors, on dit que ces patients sont symptomatiques quand ils ont la dyspnée stade 2 et plus. Et on dit qu'ils sont peu symptomatiques quand ils sont entre le stade 1 et 0. Donc, chaque fois qu'un patient il a une dyspnée stade 2 et plus, on parle d'un sujet symptomatique. Et quand il a un stade 1 et moins, on parle d'un sujet peu symptomatique. Il y a un autre, si vous voulez, outil qui me permet d'évaluer les symptômes, c'est le CAT, c'est le COPD Assessment Test. COPD, ça veut dire BPCO Assessment Test. C'est celui-là qu'on trouve un peu partout dans les salles de consultation, dans les services de pneumo ou les services qui prennent en charge la BPCO. Et donc, c'est des questions qu'on pose aux patients. Alors, regardez, sur la question est-ce qu'il tousse, on dit, alors on a de 0 à 5 et c'est lui qui va cocher. Je ne tousse jamais, c'est 0. Je tousse tout le temps, c'est 5. Et puis lui, il va évaluer. Les glaires, on cherche est-ce qu'il a des glaires. Je n'ai pas du tout de glaires dans les poumons, c'est 0. J'ai les poumons entièrement encombrés de glaires, c'est 5. Donc, mais lui, s'il a un peu de glaires, il va mettre 2. Je n'ai pas du tout de poitrine oppressée parce que quand on a une distension thoracique, on a l'impression d'avoir une oppression thoracique. Donc, et là, il peut répondre, j'ai la poitrine très oppressée. Et vous voyez, il y a un questionnaire. Ce qui est intéressant dans ce questionnaire, en plus de la dyspnée, parce qu'il y a on peut évaluer la dyspnée, regardez, quand je monte une côte ou ou bien je marche, je ne suis pas essoufflée, mais ici, il est essoufflé. Donc, il va donner un score. Lui-même, il va cocher de 0 à 5. Par exemple, ici, je ne suis pas limitée dans mes activités chez moi. Je ne suis pas inquiet quand je quitte la maison en dépit de mes problèmes. Je dors bien, je suis pleine d'énergie. Donc, ici, ce questionnaire, il est intéressant. Non plus, il va évaluer les signes fonctionnels, la toux, l'expectoration et la dyspnée, mais aussi la qualité de vie. Et puis après, on aura un score. Alors, si le patient, il va cocher, par exemple, 2, 2, 2, 2 partout. Donc, on a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. S'il a un score de 15, il est symptomatique. Parce que si le patient il a un score de moins de 10, il est peu symptomatique. Plus de 10, il est symptomatique. C'est comme ça. Donc, on additionne les différents scores et le score total va nous donner un aperçu il va évaluer les symptômes. Donc, on a 2 outils d'évaluation quand on a un patient BPCO pour évaluer la sévérité. Soit on a l'échelle de dyspnée, MMRC, soit on a l'importance des symptômes. Donc, la dyspnée, je vous ai dit, le patient est peu symptomatique s'il a une dyspnée stade 1 et moins. Il est symptomatique quand il a les stades 2 et plus. Et puis, on a, sur le plan COPD Assessment Test, si le score est inférieur à 10, il est peu symptomatique. S'il est supérieur ou égal à 10, il est symptomatique.
Voilà pour les symptômes. Ensuite, donc, on avait vu la sévérité de l'obstruction bronchique, on avait vu les symptômes, et puis il y a aussi ces exacerbations. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Je vous ai dit une exacerbation, c'est comme une crise d'asthme, chez l'asthmatique. C'est une crise chez le patient BPCE, c'est-à-dire il va y avoir une aggravation des symptômes. Le malade va venir, il a une dyspnée de repos avec un tirage, il se sent mal parce qu'il y a un manque d'oxygène, il est en pleine exacerbation, c'est qu'il y a une obstruction aiguë sévère et donc il viendra consulter pour qu'on lui donne un traitement d'urgence. Et plus le patient fait ces exacerbations au cours de l'année, plus sa BPCO est sévère. C'est-à-dire si vous avez un patient qui fait une exacerbation par an, il n'a pas la même évolution que quelqu'un qui fait 2 ou 3 exacerbations par an. Pourquoi? Parce que quand on fait une exacerbation, particulièrement quand l'exacerbation est modérée ou sévère, vous allez le voir quand vous allez faire les exacerbations, modérée sévère, c'est-à-dire que quand même c'est une exacerbation qui est assez importante, qui nécessite des soins. Sévère, elle nécessite souvent une hospitalisation modérée, au moins des soins aux urgences. Quand le malade va guérir de cette exacerbation, quand ce sera la fin, on va le traiter, il va se sentir mieux. Et quand on le refait un mois après l'exploration fonctionnelle, il n'aura jamais le même VMS qu'avant l'exacerbation. Il ne reprendra jamais son ancien VMS. C'est-à-dire que chaque fois qu'un patient fait une exacerbation, il aggrave sa fonction respiratoire. Il va démarrer avec un VMS plus faible qu'avant son exacerbation. Alors, si vous avez un patient qui fait 6 exacerbations par an, vous voyez qu'à la fin de l'année, il aurait perdu beaucoup plus de VMS que quelqu'un qui n'a pas fait d'exacerbation. Est-ce que c'est clair? Donc, il faut toujours rechercher la fréquence d'exacerbation au cours de l'année précédente. Alors, on parle de patient peu exacerbateur s'il a 0 à 1 exacerbation par an. Et on parle d'exacerbateur fréquent quand il a 2 exacerbations et plus par an, ou bien une hospitalisation pour exacerbation sévère. Parce qu'une hospitalisation, quand on arrive à hospitaliser un malade pour exacerbation, c'est qu'il a fait une exacerbation sévère et il mettra beaucoup plus de temps pour récupérer par rapport à celui qui a fait une exacerbation modérée ou bien par rapport à celui qui n'a pas été hospitalisé. Est-ce que vous avez compris l'intérêt de rechercher la fréquence des exacerbations? Oui. Oui, très bien. Donc voilà. Alors maintenant, ce tableau récapitulatif nous permet un peu de voir comment on va prendre en charge les patients sur le plan pharmacologique. Quels sont les traitements qu'on doit lui donner? Il faut d'abord classer les patients BPCO. Alors, comment on va les classer? D'abord, ici, sur ce tableau, c'est intéressant parce qu'il vous montre qu'il faut confirmer d'abord le diagnostic. Le diagnostic, il sera confirmé par une exploration fonctionnelle et par justement la recherche de cette obstruction permanente après test de post-bronchodilatation. Ensuite, on va le classer par l'obstruction du VMS, léger, modéré, sévère et très sévère. Et ensuite, on va le classer selon les symptômes. Vous vous rappelez les fameux symptômes, soit la dyspnée, soit le fameux questionnaire, le COPD Assessment Test. Et bien sûr, on va le classer en fonction de la fréquence des exacerbations modérées et sévères. Alors, il faut savoir que pour traiter sur le plan pharmacologique, c'est-à-dire traiter le malade, pour le traiter et lui donner des médicaments, il faut juste avoir 2 paramètres. Il faut avoir les symptômes, la fréquence, la sévérité des symptômes et la fréquence des exacerbations. C'est suffisant pour traiter le patient BPCO. Vous allez me dire, alors pourquoi on va évaluer la sévérité si on ne doit pas tenir compte pour traiter sur le plan pharmacologique? Il faut savoir que l'évaluation de la sévérité, elle est intéressante pour voir un peu le déclin de la fonction respiratoire, pour voir un peu avec ce traitement comment notre patient va évoluer. Et puis, cette exploration aussi fonctionnelle nous permet parfois d'opérer le malade, de faire certaines choses. Mais pour le traiter sur le plan pharmacologique, on se contente de l'importance des symptômes et des exacerbations. Alors, selon ces 2 critères, on a séparé les BPCO en 4 groupes. Alors, le groupe A, c'est le groupe peu symptomatique, peu exacerbateur.
Peu symptomatique, c'est-à-dire soit il a une dyspnée inférieure à 2, ou bien il a le fameux questionnaire, le COPD Assessment Test, inférieur à 10, et c'est le sujet qui a 0 ou une exacerbation et qui n'a jamais été hospitalisé. Donc, il rentre dans le groupe A. C'est quoi le groupe B? Le groupe B, c'est le type symptomatique, c'est-à-dire qu'il a une dyspnée supérieure ou égale à 2, ou bien il a ce questionnaire, on a trouvé un score supérieur ou égal à 10, mais le patient n'a pas d'exacerbation, ou il n'a pas été hospitalisé. Donc, il est symptomatique, peu exacerbateur. Le groupe C, c'est le groupe qui est peu symptomatique, exacerbateur, parce que c'est un groupe, c'est des patients qui ont fait plus de 2 exacerbations, 2 ou plus d'exacerbations par an, ou bien qui ont été hospitalisés une fois ou plus par an au cours de l'année précédente, mais ils sont peu symptomatiques. Et le groupe D, c'est la totale, c'est les patients symptomatiques et les patients exacerbateurs. Donc, on a 4 groupes. A, peu symptomatique, peu exacerbateur. B, symptomatique, peu exacerbateur. C, symptomatique et exacerbateur. Et D, symptomatique et exacerbateur. Est-ce que vous avez compris? Est-ce qu'il y a des questions? C'est clair? Non. Oui, Oui, c'est clair. C'est clair, tout le monde? Personne ne pose question? Non, c'est clair, merci. C'est clair. Très bien. Alors, maintenant, on va traiter. Vous allez voir que tout à l'heure, je vais reprendre mes groupes. C'est comme ça que je vais traiter. Je ne vais pas traiter le groupe A, qui est peu symptomatique et peu exacerbateur, comme le groupe D, parce que ce n'est pas la même sévérité de la pathologie. D'accord? Donc, quels sont les moyens thérapeutiques? D'abord, le premier moyen thérapeutique qui a prouvé son efficacité, c'est le sevrage tabagique. On ne peut pas traiter un patient BPCO s'il n'arrête pas de fumer. Donc, il faut qu'il arrête de fumer. Donc, l'arrêt est la principale mesure susceptible d'interrompre la progression de l'obstruction bronchique et de retarder la progression de l'insuffisance respiratoire. Donc, quel que soit le stade de la maladie, ce n'est pas parce qu'il est au stade sévère où on va dire, bon, il faut le laisser fumer. Non, il faut que la personne arrête de fumer. Donc, on va commencer d'abord par un conseil minimal, c'est-à-dire on va poser la question. Quel que soit le patient qui vient vous voir, qu'il ait une BPCO ou autre chose, il faut toujours poser la question, est-ce que vous êtes fumeur? Déjà, le fait de lui poser la question, c'est ce qu'on appelle le conseil minimal, le fait de poser la question, le patient va réfléchir. Il sait qu'en fumant, ce n'est pas normal, premièrement. Ensuite, la deuxième question, si vous dites oui, vous allez lui poser une deuxième question, est-ce que vous voulez arrêter de fumer? Donc, déjà, ce conseil minimal, ça va lui donner à réfléchir. Ensuite, si on est dans une démarche où le patient veut arrêter de fumer, donc on a les moyens. Donc, d'abord, on va faire un test qu'on appelle le test de dépendance, le test de motivation, et puis on va voir sa motivation et sa dépendance, et puis on a plusieurs moyens pour qu'il arrête de fumer. Mais, pour les patients qui ont une BPCE, il faut être clair. Il faut leur dire, on ne peut pas vous traiter si vous continuez à fumer, puisque la cause de votre pathologie, c'est le tabagisme. Donc, si on n'arrête pas la cause, ça ne sert à rien de traiter parce que la maladie va évoluer, les lésions vont évoluer et donc c'est une perte de temps avec ces malades. Donc, les malades doivent être sevrés et pour vous dire comment la dépendance est importante du tabagisme, malgré la sévérité de la maladie, malgré justement le fait de leur parler du pronostic de la pathologie, c'est très difficile pour des patients qui ont fumé pendant plus de 20 ans, 30 ans, d'arrêter de fumer. Donc, il ne faut pas vous dire que c'est quelque chose de simple. C'est pour ça, généralement, on les met dans des consultations de tabacologie pour les obliger, pour les pousser à arrêter de fumer et en les aidant avec plusieurs moyens. Ensuite, on a 2 traitements pharmacologiques. 2. On a les bronchodilatateurs et les corticoïdes. Alors, quels sont ces bronchodilatateurs? Donc, les bronchodilatateurs et les corticoïdes, vous voyez que je parle de traitement symptomatique. On ne traite pas l'étiologie, on traite les symptômes. C'est ce que je vous ai dit. Les lésions sont là, elles sont permanentes. Donc, on va traiter les symptômes. C'est ça le but du traitement d'une BPCO. Ces 2 médicaments, les bronchodilatateurs et les corticoïdes, permettent le traitement symptomatique. Donc, c'est le principal traitement. La voie inhalée doit être privilégiée. Généralement, il y a un bon rapport efficacité-tolérance. Donc, une bonne tolérance par rapport à efficacité et généralement, les voies inhalées sont bien tolérées chez ces patients. Donc, on a 2 classes de bronchodilatateurs. On a les bêta-2 mimétiques et les anticholinergiques. Ils existent sous la forme de courte ou de longue durée d'action, sous la forme simple ou combinée.
c'est-à-dire simple ou combiné, simple seul ou combiné avec les corticoïdes inhalés. Les bêta-2 de longue durée d'action, on les donne généralement 2 prises par jour. Donc, on a le Cerevel, le Foradil, une seule prise par jour. Donc, il y a d'autres médicaments, Ombrez, Oslift, mais bon, il y a d'autres bronchodilatateurs. On a les anticholinergiques, le LA, le tiotropium, c'est le Spiriva. Le nom commercial, c'est le Spiriva. Et puis, bon, on a la théophiline qui n'est pas très actuellement, bon, comme on a les formes inhalées qui donnent de très, très bons résultats. Généralement, la théophiline, on peut les utiliser, mais exceptionnellement, je préfère ne pas vous parler de la théophiline, elle n'est plus utilisée. Alors, vous allez me dire pourquoi. Tout simplement parce que la dose efficace de la théophiline, elle est très proche de la dose toxique. Donc, si on doit donner de la théophiline, surtout dans certains cas, il faut doser la théophiline. Et comme on ne la dose pas, et comme on a les voies inhalées, on préfère donner les voies inhalées. Mais il faut savoir que la voie orale existe, qu'il y a des bronchodilatateurs par voie orale. Quant aux corticoïdes, donc la voie générale, ce n'est pas comme dans l'asthme, on peut donner parfois des corticoïdes par voie générale. Elle est à proscrire au long cours, car ils induisent des effets secondaires trop risqués, infectieux, osseux, métaboliques, musculaires, et puis ça n'a pas d'effet particulier. C'est-à-dire si on les donne au long cours, on a plus d'effets néfastes que d'effets bénéfiques dans la BPCO. On peut donner les corticoïdes inhalés, on peut les donner, mais toujours associés avec les bronchodilatateurs, donc il ne faut jamais les donner en monothérapie, surtout dans la BPCO. Et il y a certaines catégories de patients chez qui on peut donner ces corticoïdes inhalés. Alors voilà, la voie inhalée est toujours associée au LABA, donc aux bronchodilatateurs de longue durée d'action. Elles sont indiquées dans les BPCO sévères et chez les patients avec une exacerbation répétée malgré un traitement optimal. On va le voir avec les différents groupes. Voilà les différents groupes. Donc vous vous rappelez, le groupe A, c'est le groupe peu symptomatique et peu exacerbateur. On peut donner un bronchodilatateur. Donc, on a le choix. Soit on donne un bronchodilatateur de courte durée d'action, de longue durée d'action, soit un bêta-mimétique, soit un anticholinergique. C'est à nous de donner. Comme ils sont peu symptomatiques et peu exacerbateurs, donc on a le choix de leur donner d'abord le bronchodilatateur disponible, le bronchodilatateur qui intéresse le malade, parce que parfois le malade, il vous dit ce bronchodilatateur, il n'est pas, ça ne me convient pas, donc on peut le changer. Donc on a le droit de choisir les bronchodilatateurs comme le malade le souhaite et comme parce qu'il doit l'accepter, parce que c'est très important. Dans les pathologies chroniques, il y a ce qu'on appelle l'observance, c'est-à-dire que le patient doit prendre régulièrement son traitement. Et c'est très intéressant que le malade trouve que ce médicament est efficace. Ensuite, les groupes B, c'est les groupes symptomatiques et les groupes non exacerbateurs. Il faut leur donner un bronchodilatateur de longue durée d'action. Vous voyez que dans le groupe A, on leur donne de courtes de longue durée d'action, on a le choix. Mais dans le groupe B, il faut une longue durée d'action, soit un LABA, c'est un bronchodilatateur bêta-mimétique, soit un LAMA, un anticholinergique, c'est-à-dire c'est ceux-là. Voilà. Soit on leur donne donc généralement soit Foradil, soit Cerevel, donc c'est les bêta-2 de longue durée d'action, ou bien un anticholinergique, tiotropium. Donc on a le choix pour les groupes B. Le groupe C, il faut donner un anticholinergique, un LAMA. Pourquoi? Eh bien, toutes les études par rapport au LABA, parce que toutes les études ont montré que ce groupe qui est peu symptomatique et exacerbateur, quand ils reçoivent le LAMA, la fréquence des exacerbations diminue. Voilà. Donc, la fréquence des exacerbations diminue. Donc, comme c'est des malades qui sont peu symptomatiques et exacerbateurs, il vaut mieux donner un anticholinergique de longue durée d'action. Et puis, on a les groupes D, où ils ont tout. Ils sont symptomatiques et exacerbateurs. Alors, on peut donner soit un LAMA, un anticholinergique, soit on donne une association LAMA plus LAMA, c'est-à-dire on associe les deux bronchodilatateurs. Alors, chez qui on peut associer les deux bronchodilatateurs? C'est ceux qui ont beaucoup de symptômes, c'est-à-dire le fameux questionnaire. Si le score est supérieur à 20, on donne LABA plus LAMA. Maintenant, quand est-ce qu'on doit donner les corticoïdes inhalés associés aux bronchodilatateurs de longue durée d'action, les LABA? C'est quand les sujets ont un taux d'éosinophile supérieur à 300. Donc, il faut toujours faire une formule et rechercher le taux d'éosinophile. Si on a un taux d'éosinophile supérieur à 300 et si le sujet est symptomatique et exacerbateur fréquent, il vaut mieux donner les corticoïdes associés au LAMA. Voilà comment on va traiter sur le plan symptomatique ces patients. Ensuite,
On ne va pas s'arrêter là. Il faut donner ce qu'on appelle un traitement non pharmacologique. D'abord, la réhabilitation pulmonaire. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Le grand problème du patient BPCO, c'est qu'il va diminuer l'activité physique parce qu'il est dyspnéique. Donc, il faut surtout ne pas lui dire oui, il ne faut pas marcher, il faut vous reposer. Non, il doit avoir une activité physique. Elle est très importante. Plus il a peur de faire une activité physique, ce patient, il va s'aggraver. Donc, il faut qu'il y ait un entraînement à l'effort. Il doit remarcher, avoir une activité. Et c'est comme ça qu'il va s'améliorer. Parce que si jamais il va diminuer de son activité, sa dyspnée va s'aggraver et les symptômes vont s'aggraver et la maladie va s'aggraver. Donc, le premier traitement non pharmacologique en plus des traitements symptomatiques, c'est l'entraînement à l'effort. L'arrêt du tabac, on vient de normal. Un conseil diététique, il ne faut pas qu'il soit obèse, il faut qu'il mange équilibré. Et puis, bien sûr, l'enseignement thérapeutique, il doit prendre correctement son traitement. Les vaccinations saisonnières annuelles contre la grippe. Je vous ai dit que les exacerbations sont secondaires à la grippe. Et donc, ces patients doivent être au virus et particulièrement la grippe. Donc, ces patients doivent être vaccinés contre la grippe. Il faut les vacciner contre le pneumocoque. C'est des sujets qui peuvent développer des pneumonies. Et ils sont plus susceptibles de développer une pneumonie que les sujets qui n'ont pas de pathologie. Les patients BPCO doivent être vaccinés tous les 5 ans par le vaccin contre le pneumocoque. Et ce pneumocoque, quand il entraîne une pneumonie, il peut être responsable d'exacerbations et parfois d'exacerbations sévères. En cas d'insuffisance respiratoire chronique, il faut lui donner de l'oxygène. Et puis, on a d'autres matériels. Quand on a des patients qui ont une BPCO sévère avec une hypercapnie, c'est-à-dire un taux de CO2 élevé, on peut leur faire ce qu'on appelle la ventilation non invasive. Et puis, parfois, quand ils ont un emphysème avec des bulles d'emphysème géantes, on peut aller faire une réduction du volume chirurgical, c'est-à-dire on va les mettre, ce qu'on appelle mettre à plat ces bulles, c'est-à-dire on va les enlever soit par voie chirurgicale, soit par voie endoscopique. Et puis parfois, quand le malade est au stade d'insuffisance respiratoire chronique, on peut passer à la transplantation pulmonaire. Alors, voilà juste pour les différents groupes, comment on va traiter, donner ce traitement non pharmacologique. Le groupe A, il est peu symptomatique, peu exacerbateur. Sevrage tabagique, donc activité physique, vaccin antigrippal, antipneumococcique. Les groupes de B à D, c'est-à-dire B, C, D, sevrage tabagique, réhabilitation, activité physique, vaccination antigrippale, antipneumococcique. Vous voyez que même les sujets qui sont au stade A, qui ont une petite dyspnée, pas de symptômes, pas d'exacerbation, ils ont même une obstruction légère, il faut faire le sevrage, l'activité physique et vacciner. Donc, c'est comme les autres groupes. Donc, voilà les traitements qu'on doit généralement instaurer chez ces patients. Là, c'est juste, je vais vous donner une idée comment donner de l'oxygène aux patients BPCO. Alors, généralement, avant de donner de l'oxygène, prescrire de l'oxygène au long cours à ces patients, il faut toujours faire une gazométrie. Et toujours faire une gazométrie en dehors des exacerbations. Il faut le faire à l'état stable. Vous allez le voir quand vous ferez le cours sur l'exploration fonctionnelle, comment faire, quelles sont les indications d'une gazométrie et quand est-ce qu'on doit faire une gazométrie pour dire que c'est l'état de base de ce patient. Si vous faites une gazométrie au cours d'une exacerbation, bien sûr, vous allez trouver une hypoxie. Et même une hypoxie sévère. Ce n'est pas pour ça que vous allez préconiser à ce patient de l'oxygène à vie, à domicile. Peut-être qu'on va lui donner de l'oxygène pendant l'exacerbation. Et puis, en dehors de l'exacerbation, peut-être qu'il va avoir une fonction respiratoire normale. Donc, avant de penser à mettre quelqu'un sous oxygène, il faut d'abord faire une gazométrie en dehors de toute exacerbation. Ensuite, si on a au niveau de l'exacerbation, on a une PaO2 inférieure à 55 mm de mercure ou bien une saturation d'oxygène inférieure à 88%, ou bien il a une PaO2 entre 55 et 60 mm de mercure avec une atteinte cardiaque droite ou bien une augmentation des érythrocytes au niveau de la formule, ce malade, on peut lui prescrire une oxygénothérapie à domicile. Et le but de l'oxygénothérapie, c'est que ce malade atteigne une saturation d'oxygène supérieure ou égale à 90%. Maintenant, quand on donne à un patient de l'oxygène au long cours, on ne va pas lui donner, on lui dit, bon, tu rentres chez toi, on ne le revoit plus. Il faut toujours revoir le malade dans les 2 mois et 3 mois qui suivent cette prescription ou cette indication pour voir
Est-ce que d'abord, l'effet de l'oxygène était bénéfique? Est-ce que ce patient, en recevant cet oxygène, donc il a un taux d'oxygène qui est élevé, est-ce qu'il y a une meilleure qualité de vie, etc. Est-ce qu'il n'a pas besoin, parce qu'il faut savoir que quand on donne de l'oxygène chez le patient BPCO, il ne faut jamais donner plus de 2 litres à 3 litres, toujours. On peut pas, s'il augmente l'oxygène, ce n'est pas bon pour lui. Donc, on doit vérifier justement le débit, on doit vérifier la saturation et au bout de 2 à 3 mois, on va voir si cet oxygène il a eu un effet bénéfique. Maintenant, s'il n'a pas eu d'effet bénéfique, si le patient n'a pas, d'ailleurs c'est à lui de le dire, il n'a pas trouvé une amélioration de sa qualité de vie sous oxygène, il n'y a pas d'intérêt, il vaut mieux ne pas le prescrire. Maintenant, si on voit qu'il y a un intérêt à donner cet oxygène, donc on doit le prescrire. Et puis toujours réévaluer le patient sur le plan clinique, sur le plan fonctionnel, sur le plan gazométrique, et voir un peu comment, et le surveiller de très très près quand il est mis sous oxygène au long cours. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire aujourd'hui concernant le cours sur la BPCO. Est-ce que vous avez des questions? Oui, madame, j'ai une question. Oui. Est-ce qu'il y a une bonne espérance de vie pour les patients qui sont sous traitement, ceux qui ont une BPCO? C'est ce que je vous ai dit. Le traitement de la BPCO ne va pas entraîner une amélioration de ces lésions. Ces lésions, elles persistent. C'est une pathologie qui est progressive, d'évolution progressive, c'est-à-dire qu'elle va s'aggraver. Elle ne va pas s'améliorer, mais l'aggravation va être ralentie par les traitements. Pourquoi cette aggravation va être ralentie par les traitements? D'abord parce qu'on va diminuer la fréquence des exacerbations. Et donc, je vous ai dit que les exacerbations aggravent la pathologie parce que quelqu'un qui fait une exacerbation ne reprendra jamais sa fonction respiratoire d'avant cette exacerbation. Est-ce que vous avez compris? Deuxièmement, le traitement symptomatique va améliorer la qualité de vie, va améliorer la tolérance à l'effort. D'accord. Donc, si vous voulez, il va y avoir une meilleure qualité de vie. Prolonger la vie, oui, parce que ce qui va tuer les BPCO, c'est les exacerbations. C'est les exacerbations et toutes les autres complications. Donc, ça va prolonger un peu la vie. Mais les malades, quand ils viennent voir le médecin, ils veulent que guérir. Voilà, il faut que cette maladie disparaisse. Et les lésions sont là. Les lésions sont là. On ne fait qu'améliorer la qualité de vie, améliorer la survie, retarder le passage à l'insuffisance respiratoire chronique. D'accord, merci. Parce que je vais ouvrir une parenthèse, je ne voulais pas rentrer dans les détails. Quand on a une BPCO, on a d'autres maladies qui apparaissent en même temps que la BPCO qui sont dans le même contexte physiopathe. Maladie cardiaque, cancer, maladie, l'ostéoporose. Il y a ce qu'on appelle les comorbidités. Et on a remarqué, quand on a comparé les fumeurs sans BPCO et fumeurs avec BPCO, on avait constaté que les cancéreux étaient plus fréquents chez les fumeurs BPCO. Les malades qui ont fait des infarctus du myocarde étaient plus fréquents chez les patients BPCO. Les dépressifs étaient plus fréquents. Donc, vous voyez que c'est une pathologie qui est systémique. Maintenant, on ne parle plus d'une pathologie bronchique, mais c'est une pathologie qui touche tout l'organisme. Et ça entraîne beaucoup de comorbidités. Donc, les malades en plus de la BPCO, ils ont souvent des comorbidités. Donc, il faut réfléchir à ça. Ils ont beaucoup plus de pathologies cardiaques, le diabète, l'hypertension. Ils ont beaucoup plus d'ostéoporose que les autres. Ils ont des pathologies, des cancers. Ils ont beaucoup plus de cancers du poumon que les autres. Donc, si vous voulez, ces petites particules de tabac qui vont déclencher cette inflammation au niveau de branches, tous ces phénomènes vont être déclenchés un peu partout dans les autres organes. Donc, on a, si vous voulez, une maladie systémique. Mais bon, je ne voulais pas trop rentrer dans les détails. Je veux que vous compreniez ce que c'est que la BPCO. Si déjà vous avez compris ce que je viens de vous dire, c'est déjà pas mal. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Non, c'est bon. Vous avez tout compris? C'est bien, parce que d'habitude, c'est bon. Madame, Bon, il faut me poser, je ne vous pour vois la pas. vaccination, Oui.
Oui, pour la vaccination de la grippe, une grippe peut entraîner une aggravation d'obstruction. C'est pour ça on fait une Non, ça peut vaccination chez les entraîner. gens Alors, voilà, qui ont on un vaccine. BPCE. D'accord. Le vaccin antigrippal, il faut savoir que toute personne qui a une pathologie respiratoire est plus susceptible de faire une virose et surtout la grippe. Ils sont plus sensibles. D'abord, pourquoi? C'est des sujets plus âgés. C'est des sujets qui ont quand même une fragilité au niveau de l'appareil respiratoire. Donc, c'est des sujets qui vont attraper plus facilement la grippe. Quand ils attrapent la grippe, généralement, ils compliquent plus rapidement, plus facilement que les autres, que ceux qui n'ont pas de pathologie respiratoire. Vous savez que toute personne qui a une comorbidité, que ce soit un diabétique, que ce soit une maladie cardiovasculaire, que ce soit une BPCO, il faut les vacciner. Pourquoi? Parce que quand le virus pénètre dans les voies aériennes, il va entraîner une inflammation. Il va entraîner une inflammation sur des branches déjà malades, déjà remodelées. Donc, cette inflammation va aggraver l'obstruction et va entraîner une exacerbation. Et parfois, elle peut entraîner une exacerbation sévère, etc. En plus, ces patients qui se défendent mal, vous avez vu tout à l'heure, là, je n'ai parlé que de la mécanique d'épuration, c'est-à-dire les cellules ciliées, les cellules calciformes. Mais il y a d'autres mécanismes qui deviennent plus fragiles de défense. Donc, quand il y a une inflammation qui s'installe au niveau des branches, ces patients vont faire une exacerbation, mais surtout, il y a une chose, ils vont se surinfecter. Ils vont faire une surinfection bactérienne. Ils font plus de surinfection bactérienne que les sujets qui n'ont aucune pathologie. Donc, pour éviter donc une infection bactérienne, ça veut dire que les patients vont avoir de la fièvre, ça veut dire qu'ils vont avoir une expectoration purulente. Donc, ces sécrétions qui sont déjà là parce qu'il y a la maladie vont devenir purulentes, collantes, très, très, très solides, donc très épaisses. Donc, elles vont aggraver justement cette fonction respiratoire qui est déjà pas normale, qui est pathologique. Est-ce que c'est clair? Oui, oui. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous pouvez m'envoyer des questions. Vous pouvez m'écrire sur message. Est-ce que vous pouvez répéter la classification ABCD, s'il vous plaît? ABCD? Oui. Attendez, il faut d'abord que je retrouve mon... Voilà. Oui? Alors, la classification ABCD. La classification ABCD, c'est des groupes de patients de BPCO pour les traiter. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, pour donner un traitement bronchodilatateur ou corticoïde. Donc, on les a classés en 4 groupes en fonction de 2 choses, les symptômes et les exacerbations. C'est quoi les symptômes? Je reviens, voilà. Je cherche les symptômes, donc j'ai 2 outils pour chercher. Soit c'est la dyspnée. Donc, les patients peu symptomatiques, c'est ceux qui se retrouvent entre 0 et 1. Les patients symptomatiques, c'est ceux qui se retrouvent dans 2 et plus, stade 2, 3 et 4. Ou bien, je vais utiliser ce questionnaire que le malade va cocher. Si j'ai un score qui est patient est symptomatique, s'il est de 10 ou moins, donc le patient est symptomatique. Comment je vais avoir ce score? Par exemple, le malade va cocher. Ici, il va cocher 1, ici, il va cocher 2, donc c'est 3. S'il coche ici, c'est 6. S'il coche ici, c'est 7. S'il coche ici 8, maintenant s'il coche 0, 0, j'ai 8. 8, donc il n'est pas symptomatique. Mais s'il a plus de 10, il est symptomatique. Donc, si j'ai l'un des 2 critères, soit celui-là, c'est stade 2 et plus, ou bien un score supérieur à 10, donc le patient est symptomatique. Ensuite, je vais voir le nombre d'exacerbations. Je vais lui poser la question. Est-ce que tu as fait des exacerbations modérées ou sévères ou est-ce que tu as été hospitalisé au cours de l'année précédente? S'il me dit non ou bien j'ai une seule par an, donc il est peu exacerbateur. Maintenant, s'il me dit oui, j'ai été hospitalisé 3 fois, c'est-à-dire qu'il a été exacerbateur. Ou bien j'ai été hospitalisé une fois, suffit, parce qu'une fois, c'est l'équivalent à peu près de plus de 2 exacerbations. Est-ce que c'est clair? Donc ensuite, je vais classer mon malade. Le A, il est symptomatique. Il est peu symptomatique, peu exacerbateur, donc il n'a pas de symptômes, il n'a pas d'exacerbation. D'ailleurs, je l'ai ici. La dyspnée, elle est entre 0 et 1 et
le questionnaire est inférieur à 10, et peu exacerbateur. Donc ici, les exacerbations, il a 0 ou 1, il n'a pas été hospitalisé. Le B, il est symptomatique et peu exacerbateur. Le C, il est ici, donc il est peu symptomatique, il est exacerbateur. Et le D, il est exacerbateur et symptomatique. Et donc ces 4 groupes me permettent de traiter, de donner mon traitement. Voilà, ils me permettent de donner mon traitement, voilà, de traitement. Le A, je sais que je dois donner des bronchodilatateurs. Le B, je dois donner soit un LABA, soit un LAMA. Le C, je donne surtout les LAMA parce qu'ils agissent très bien sur les exacerbations. Et le groupe D, qui est symptomatique et exacerbateur, soit je donne les LAMA, je vais agir sur les exacerbations. Maintenant, si le patient est très symptomatique, il a une COPD, c'est assessment test supérieur à 20, je donne LABA plus LAMA. Maintenant, si le sujet, je lui fais une formule, c'est un T2 eosinophile supérieur à 300, je vais donner les LABA plus les corticostéroïdes inhalés. Est-ce que c'est clair? C'est clair? Oui, c'est clair. C'est clair? Voilà. Donc, mais je vais vous envoyer un polycope dans ce sens. Je vais Madame, l'envoyer. Oui. est-ce que quand on a dit que les sujets qui ont un BPCO, on les donne des vaccins pneumococciques, est-ce que la pneumonie qui va causer le BPCO ou bien les sujets qui ont des BPCO, ils sont susceptibles de faire des pneumonies? Alors, la pneumonie n'a jamais. Vous avez vu au début, je vous ai donné les facteurs de risque. Est-ce que j'ai parlé de pneumonie? Non. Les facteurs de risque, vous les avez. C'est le tabac, c'est l'exposition professionnelle, c'est certains asthmatiques qui vont évoluer vers la BPCO, c'est tout. Mais il faut savoir que ces sujets qui ont des anomalies au niveau bronchique vont être plus sensibles au pneumocoque. Ils vont attraper plus la pneumonie. Ils sont plus sujets à faire une pneumonie qu'un sujet qui a des poumons normaux, qui n'a pas de BPCO. Donc, généralement, les vaccins, une fois tous les 5 ans, pour éviter les pneumonies à pneumocoque. Parce que quand la personne qui est très sensible, qui a une BPCO, il a une sensibilité particulière pour attraper le pneumocoque, et quand il chope le pneumocoque, il a des pneumonies, et généralement, ces pneumonies vont entraîner des exacerbations, et les malades vont des exacerbations sévères, des malades, on doit les hospitaliser, parfois ils font d'autres complications, etc. Donc, pour éviter les 2 vaccins, le vaccin antigrippal et le vaccin antipneumococcique, c'est des vaccins qui vont éviter que les patients qui sont fragiles attrapent ce genre de pathologie infectieuse et par ce biais de faire des exacerbations. Donc, on va leur éviter les exacerbations. Est-ce que c'est clair? Oui, merci beaucoup. Bon, je pense que je parle clairement. Je ne sais pas pour les autres, mais qu'est-ce que vous en pensez? C'est très clair. Oui, C'est clair? Voilà, d'accord. Très bien, puisque je pense que vous avez un cours avec Dr Osdir maintenant. Elle nous a envoyé la visioconférence, on va pas… Ah, très bien, ok. Voilà, donc je vais Ok, vous madame. envoyer. C'est bon? Voilà. Madame, Oui. pour les explorations fonctionnelles, on les refaire à chaque consultation ou l'interrogatoire se fait? Non. L'exploration fonctionnelle, on le fait d'abord pour faire le diagnostic. C'est très important pour faire le diagnostic. Ensuite, on peut les faire à peu près pour voir un peu le déclin du VMS tous les 6 mois à 1 année. Voilà. C'est-à-dire en fonction de ce que vous avez. Si vous avez un appareil chez vous, vous pouvez faire tous les 6 mois. Si vous n'en avez pas, vous pouvez les envoyer pour faire une exploration tous les ans, c'est juste pour voir le déclin du VMS. Ou bien, par exemple, quand vous devez opérer votre patient au BPCO, si on doit l'opérer, on doit lui faire une exploration. Mais non. Si vous voulez, quand on surveille un patient BPCO, c'est les symptômes et les exacerbations pour les traiter. On demandera des EFR dans des buts particuliers. Mais pour la surveillance, tous les ans, 1 fois par an, ou bien 1 fois tous les 6 mois, c'est bon pour faire généralement 1 fois par an suffit pour faire pour la surveillance. D'accord, merci. Voilà, pas d'autres questions? Non, pas de questions. Très bien, voilà. Je vais vous envoyer le polycope. Merci beaucoup. Je vous ferai un polycope. Je vous avais le polycope que je vais envoyer au délégué qui va vous le donner. D'accord? Voilà. Très bien. Merci beaucoup, alors, madame. à bientôt. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Merci. Merci.